Alors, Karine Molinari, tu es agent de joueur de tennis, entre autres, depuis bientôt 20 ans, ou 20 ans tout court. 20 ans, 2003-2023. Tu t'es occupé, entre autres, de Seb Grosjean, Amélie Mauresmo, Kuerten, Caro Garcia, Lucas Pouille, Robredo, Goffin, Patrick Mouratoglou ou encore Jules Marie. Aujourd'hui, tu as bossé chez Octagon, une des plus grosses boîtes d'agents sur la place, puis aux côtés de Patrick Mouratoglou. Tu as fondé il y a 9 ans ta propre entreprise, K2M Sport Management, spécialisée dans le tennis, le badminton et le paddle. Je suis ravi de t'avoir sur le podcast parce que ça fait longtemps que j'essaye de t'avoir et qu'en plus, tu es une femme et j'aimerais en avoir plus au micro et que tu as un parcours de dingue, accessoirement. Et c'était assez rapide, mais est-ce qu'on doit ajouter des choses majeures à ta présentation, Karine? Non, écoute, ça m'a l'air tout à fait bien résumé. Est-ce que tu es maman, joueuse, ex-joueuse? Est-ce que tu peux nous dire personnellement Tout ça. Je suis maman de grands enfants. Ouais. J'ai une fille qui a 18 ans et un fils qui a 15 ans. Ils sont tous les deux sportifs de haut niveau, bon niveau dans la natation. Ouais. Ce qui est encore différent comme univers. J'ai joué au tennis. En fait, je suis fille de joueur. Mon père était joueur pro, mais dans les années 50, il y a vraiment longtemps. Il était quart de finaliste à Wimbledon et il a joué 10 ans la Coupe Davis pour la France. Donc, ouais. Donc, j'ai appris à jouer avec lui. J'ai joué au racing pendant longtemps. Et donc, c'est de là que je connais notamment Julien Castaigne, qui a fait ton podcast aussi. Ouais. Ça me fait toujours marrer de penser à lui parce que j'ai vraiment le souvenir de lui dans les années du racing avec sa raquette qui était plus grande que lui, quoi. Tu vois, mais vraiment, une raquette d'enfant en plus. Pour les auditeurs, qui est agent et actuel coach de Richard Gasquet. Voilà, épisode dans les tout premiers, peut-être 4e, 5e, je sais plus. Allez, voilà, et voilà, donc moi j'ai joué un petit niveau, mais bon, j'ai joué un peu, mais en fait j'ai pas du tout été, si tu veux, enfin, le fait que je sois fille de joueur et que j'ai un peu joué, c'est pas du tout ça qui a fait que j'ai fait ce métier-là, tu vois. Il y a beaucoup de gens dans ce milieu qui finalement sont des enfants du sérail qui ont été toute leur vie au bord des cours, soit en tant que joueur, soit en tant qu'entraîneur, et qui sont ensuite devenus agents. Moi, pas du tout. En fait, j'ai vraiment complètement lâché ça à 16-17 ans. J'ai fait des études de grammaire, ce qui me vaut quand même une réputation assez sévère de personnes extrêmement intransigeantes sur l'orthographe. Mais là, je pourrais pas être embauché chez toi. C'est chaud, ça. je suis un cerbère, c'est terrible. Mais ça En fait, je n'arrive pas à la boucler quand je vois des fautes énormes. Bon, bref. Ouais. Bah, c'est rendre service à tes enfants, je pense, si t'es intransigeant. Oui, bah, ils n'ont pas trop le choix, mais enfin, bon, ils sont pas... Ma fille, ça va, elle est sortie d'affaires, et mon fils, tu vois, il n'y est pas encore. Bref, je corrige même les textos, tu vois, c'est grave. Bon, voilà. Là, en fait, à l'oral, ça va, tu prends moins de risques. Non, mais quand on s'écrit, dorénavant, je fais encore plus gaffe. Non, mais ça va. Pour l'instant, j'ai pas vu de choses graves. Non, mais je suis un peu redoutable. Bon, voilà. Et donc, en fait, j'ai fait des études de grammaire et puis j'ai envoyé un CV à Octagon, tu vois, à l'époque où ça se faisait encore d'envoyer des CV par courrier, tu sais. Ah ouais. En 2003. Et j'ai commencé pendant Roland-Garros en 2003. D'accord. Je me mariais en juin, tu vois, donc c'était un peu le début de plein de choses différentes. Et je suis toujours mariée, mais je suis plus chez Octagon, tu vois. Et alors, Et donc, pourquoi Octagon et pas IMG et comment tu avais eu un contact chez eux? Pourquoi tu avais envie d'aller? écoute, en fait, à l'époque, il y avait Sandrine Billard, qui était une joueuse, une fille du racing, qui était la fille de Florence Delacourty. Tu vois, c'était un peu la même famille enfin, c'était les familles de tennis du racing qui travaillaient chez IMG. Okay. Et je m'étais dit, bah, je vais pas aller là, puisqu'elle y est, tu vois. Donc, je sais pas, il y en a pas une autre de boîte qui fait ça, mais je savais pas du tout ce que c'était, en fait. Les boîtes d'agents, je connaissais pas du tout. Et en fait, j'écris chez Octagon et j'ai un entretien. Et quand j'arrive dans les locaux, je me rends compte qu'on parle tennis et qu'on parle de management d'athlètes, mais je savais pas du tout où j'allais, tu vois. Ouais. Mais vraiment pas. Et je voyais des posters de Seb, de Gouga sur les murs, et je me dis, mais c'est incroyable quand même, ça a l'air quand même bien fait pour moi, tu vois. Et
Et en fait, c'est Jorge Salkeld qui me reçoit avec Cyril Buscaglione à l'époque, qui était l'agent de Seb, et puis ensuite de Gaël, mon fils, tu vois. Et ils me disent, bah voilà, on a besoin de quelqu'un, c'est un poste un peu administratif, tu vois. Est-ce que ça t'intéresse? Et moi, je me dis, bah ouais, carrément, ça a l'air vraiment plus sympa que de bosser n'importe où ailleurs, tu vois. Et ça veut dire quoi, un poste administratif dans une boîte d'agents Bah, au début? tu sais, en fait, c'est les postes d'assistant, tu vois, où tu fais à l'époque, parce qu'à l'époque, on avait encore vachement de paperasse, d'inscription dans les tournois auprès de l'ATP, tu sais, de gestion du day-to-day des joueurs, en fait. En fait, c'était tout ce qui concernait pas la négo, quoi, tu vois. D'accord. Pas la négo des contrats, mais faire en sorte qu'ils aient bien leurs raquettes, leurs chaussettes, tu vois, leur cordage, que ce soit livré au bon endroit. Enfin, tu vois, vraiment des postes d'assistant, mais c'était quand même vachement sympa, tu vois. Ouais. Et voilà. Et donc, premier jour de boulot pendant Roland. Donc, ils me disent, bah, viens, on est à l'hôtel California, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est à côté des champs. Et si tu veux, je prends mon poste dans cet hôtel qui était l'hôtel officiel du tournoi à l'époque. Ouais. Et je me retrouve avec Clijsters, Hewitt, Guga, Seb, et j'hallucine en fait. Et puis alors, dans ces métiers-là, ils te posent là et tu te démerdes en fait, tu vois. Allez, ma Karine, lance-toi. Voilà, là tu te dis, bah, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Je vais essayer de ne pas faire trop de conneries le premier jour. Ouais. Mais bon, voilà. Donc en fait, ça a commencé comme ça. Donc j'ai quand même vite compris ce qu'on attendait de moi, c'est-à-dire finalement pas grand-chose, si ce n'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Tu vois, le métier, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème, que les joueurs, ils aient bien tout ce qu'il leur faut et qu'il n'y ait pas de problème. Toi, t'étais fan juste de base, parce que tu dis, c'est incroyable, je me retrouve avec Clijsters et compagnie. Ouais. Faut bien aimer quand même. Non, j'étais pas fan. J'ai jamais été fan. Mais comment ça se fait que tu trouves ça incroyable? J'étais super... En fait, moi, ce qui fait que je fais toujours ce métier après 20 ans, malgré tous les trucs hyper relous qu'on a à gérer quand même, tu vois, c'est que je suis très admirative de la performance, tu vois. Okay. Donc, je suis de l'abnégation et de la performance. C'est-à-dire, je suis toujours complètement hallucinée que les mecs retournent s'entraîner tous les jours. En fait, ouais. tu vois. Donc, je savais quand même qui étaient ces gens et j'étais évidemment consciente du niveau de ces joueurs-là. Tu vois, c'était pas les joueurs du club du coin, quoi. C'était quand même des très, très grands joueurs qui avaient des exigences qui me paraissaient complètement hallucinantes. Mais voilà, t'apprends assez vite que ils veulent pas cette eau, ils veulent pas ces balles, ils veulent pas ces chaussettes, ils veulent pas ce type de t-shirt, ils veulent des chambres avec des fleurs au plafond et je sais pas quoi, mais tu poses pas de questions et tu fais quoi. Donc en fait, notre métier, c'était de faire en sorte qu'ils aient tout ce qu'il leur faut pour être bien. Parce que s'ils sont pas bien, c'est toujours la faute de l'agent. Ok, il faut partir de ce principe-là. Est-ce que tu aurais 2-3 anecdotes de demandes de diva un peu comme ça, avec des fleurs au plafond ou des trucs ubuesques? Les fleurs au plafond, c'est véridique. Hein. Ok, c'est qui? Tu vois, c'est des joueurs qui voulaient... Alors, je vais pas citer de nom, parce que bon... Il y a prescription, ils sont à la retraite. Non, mais à l'époque, il y avait quand même Serena qui avait des demandes un peu dingues tu vois, faire repeindre les chambres avant qu'elle arrive dans les hôtels, tu vois. Waouh. Ouais, puis t'avais des joueurs aussi qui voulaient vraiment avoir l'étage entier, croiser personne. Agassi? Non. Agassi, j'ai pas connu, mais ouais. Et Witt, tout ça, c'était un peu... Ah ouais, Layton, t'es comme ça pour Layton. Des demandes un peu quand même particulières, quoi, tu vois. Ah ouais. Voilà, et puis après, j'ai très vite voulu être agent, parce que assistante, ça va 2 minutes, quoi, tu vois. Parce que tu sentais que tu avais une fibre business à aller exploiter? Ouais, absolument. Non, et puis c'était pas du tout ce que je voulais faire. Hein. Enfin, d'être assistante, c'était pas du tout... moi, je voulais vraiment être au cœur des trucs. Alors, en fait... Cyril, lui, il est resté... je pense que j'ai finalement pris son poste, qui a ensuite, quand je suis partie, été pris par Jonathan Danière, que tu connais, sur le même poste, en fait. Je sais pas comment on dit. Voilà. Je l'ai pris au bout de 2 ans, tu vois. D'accord. Et à ce moment-là, j'ai recruté, moi, Lucas, Mathias Bourg, toute cette génération des 94, là, tu vois.
Et j'ai un peu fait mes armes, Caro Garcia, j'ai un peu fait mes armes à ce moment-là pour les négos, tu vois, avec cette génération de joueurs-là. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est vraiment un métier de conflit, quoi. C'est-à-dire que t'as pas... Si tu veux, si ça t'affecte trop de te prendre le chou tous les jours avec des gens, faut pas faire ce métier, quoi. D'accord. Tu vois, parce qu'en gros, toi, t'es évidemment toujours du côté du joueur parce que t'es là pour représenter les intérêts du joueur, mais parfois les intérêts du joueur sont pas toujours hyper justifiés. Et il faut quand même arriver à les faire passer en douceur, tu vois. Et puis de l'autre côté, tu as les sponsors, les marques, les équipementiers, qui ont aussi des attentes, tu vois, évidentes compte tenu de l'argent qu'ils mettent sur la table. Hein. Et il faut arriver à, tu vois, jongler avec ça. Donc en fait, il faut rester dans une espèce de justesse personnelle qui, toi, te paraît juste pour arriver à faire jongler les desiderata de chacun. Alors après, bon, moi, je suis plutôt grande gueule et j'ai... Bon, enfin, c'est un peu... Enfin, c'est comme ça, en tout cas, tu vois. Mais il y a des parents avec qui j'ai fini de travailler parce que c'est pas possible, en fait, Ah ouais, de dealer avec eux. de s'enflammer comme ça pour des gamins qui ont 15 ans. C'est pas possible du tout, quoi. Alors, juste, t'as dit que t'avais fait tes armes avec Lucas, Mathias ou Caro Garcia. Comment t'arrives à les recruter et à les signer? Comment ça marche? Mais il faut coucher, hein? Non, je déconne. Normal. Quand t'as 14 ans, en fait, bah, à mon avis. Non, mais les parents, non, non. Non, mais en fait, Moi, j'y suis pas du tout, moi. Je suis pas réveillé. donc, c'est une plaisanterie. J'ai 20 ans de retard, Karine. C'est une plaisanterie. J'aimerais que tu fasses pas de gros signes de cette phrase. Karine Molinari a couché avec les parents. Non. Très bien. Non, pas du tout, du tout. Non, mais en fait, bah alors, si tu veux, la chance que j'avais, moi, c'était que je travaillais pour Octagone. C'était quand même, tu vois, une super agence avec des gens que j'estime énormément toujours aujourd'hui, tu vois, et qui sont d'ailleurs toujours les mêmes. Rodré, c'est vraiment mon père spirituel Ah ouais. du travail et j'ai énormément appris avec lui et je suis très, très, très reconnaissante, vraiment, tu vois, de la possibilité qu'ils m'ont donnée de faire tout ce que j'ai fait. Ouais. Mais donc, bah, t'arrives, tu représentes quand même une agence qui est quand même très, très costaud, qui a un palmarès long comme le bras de noms d'athlètes dans le tennis et en dehors du tennis. Donc, franchement, déjà, ça aide beaucoup. Tu peux nous donner les plus gros noms avant que tu sois arrivé? Bah, pour moi, le plus gros nom, c'est Michael Phelps, quand même, tu vois, parce que quand même, le mec, ça envoie. Et puis après, dans le tennis, bah, je dirais qu'ils les ont tous plus ou moins eu, mais il y avait Graf, il y avait McEnroe, il y avait, tu vois, ensuite, il y a eu Guga. Enfin, entre-temps, il y en a eu plein que j'oublie, mais ils ont eu plein de numéros 1 mondiaux. Tu vois, Clijsters, Sénin, Pierce, enfin, vraiment, c'était... Ça devait être la guerre avec IMG, quoi. La guerre, tu vois, mais la guerre... Je trouve que c'était quand même une guerre un peu plus saine avant que maintenant, où maintenant tous les coups sont permis, quoi, tu vois. Puis alors, tous les coups sont permis et puis il n'y a plus de règles, en fait. Donc c'est... Bon, bref, on va y revenir, mais pour répondre à ta question, donc, pour recruter, tu représentes quand même une agence qui a vraiment un nom qui en impose, et puis... Bah, tu fais aussi ton taf, quoi. Tu vas voir les coachs, tu vas sur les tournois de jeunes de moins de 12 ans, de moins de 14 ans, tu te fais connaître, tu essayes d'expliquer en quoi c'est mieux de travailler avec toi qu'avec les autres, Ouais, tu vois. ce qu'on appelle du scouting, hein, c'est ça? Exactement, c'est du scouting, donc... Faut aimer, entre guillemets, se taper les matchs de jeunes, quoi. Ouais, mais c'est super, en fait. Enfin, moi, ça me plaît toujours. Je suis Toi, t'aimes bien, ouais. contente d'aller voir... Ouais. d'aller voir les matchs de jeunes. Je trouve ça hyper intéressant de discuter avec les coachs. Tu vois, ça m'a jamais coûté de faire ça, quoi. Franchement. Ok. Et t'as un œil particulier pour sentir une pépite? Bah écoute, je me suis quand même pas trop trompée, hein. Comment tu fais? Comment tu sens le truc? Bah, tu vois, Arthur Fils, quand je l'ai signé, il avait 14 ans, donc au Team Essen. Personne l'avait vu, quoi. Personne l'a vu venir. Et moi, je me suis dit, celui-là, il a un potentiel de dingo. Alors, il jouait pas super bien. Il faisait beaucoup de fautes. Mais physiquement, en termes tu vois, de posture, en termes de tennis, pour moi, il avait vraiment tout pour être très fort, quoi. Mais quand j'en ai parlé, bah, personne l'avait vu.
tu vois. D'accord. Mais moi, ça me saute un peu aux yeux. Lucas Pouille, pareil, tu vois. Lucas, ça m'avait paru Évident. vraiment évident. En revanche, Gilles Simon, que j'avais signé quand même, je pensais pas qu'il irait si haut, Ah tu ouais. vois. Ouais. Bon, voilà. Après, tu te fais connaître et puis, si tout va bien, tu as le respect aussi des marques et des coachs et ils savent que tu fais un travail quand même sérieux et donc, avec le temps, c'est aussi l'avantage de l'âge, hein, c'est que au bout d'un moment, quand tu as représenté autant de joueurs, bon, tu as quand même un peu de crédit. Même si des joueurs, on en perd. Tu vois, il y a des histoires qui se passent pas bien. Ouais. C'est jamais tout rose et personne peut dire le contraire, tu vois. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même un peu plus agressif qu'avant où on était quand même tous un peu une grande famille. D'accord. Et même si on se tirait un peu dans les pattes, on allait tous un peu bouffer le soir ensemble, tu vois. Là, pas trop, hein. Et le premier joueur ou joueuse / deal que tu as signé avec une marque qui t'a rendu fier où tu t'es dit, ça y est, je suis agent du coup. C'est quoi? Je me souviens pas, ça s'est pas trop passé comme ça. C'est passé comment? Ça s'est passé que je me suis mise à signer beaucoup de joueurs, donc j'en ai tout de suite eu une dizaine, tu vois. Et puis, forcément, tous les deals sont venus en même temps parce qu'ils ont tous besoin d'un équipementier, textile, raquettes. Donc, tu te mets à faire des deals et puis ça se passe bien et puis ça marche. Après, ce que j'ai trouvé difficile dans ces grosses agences-là, c'est que déjà, moi, je suis une très mauvaise salariée parce que je suis extrêmement désobéissante et si on me dit de faire quelque chose, systématiquement, j'ai envie de faire le contraire. Donc, c'est quand même un peu compliqué. Et donc, rester à l'orée de m'avoir supporté 10 ans quand même parce que pas facile, d'une part. Et d'autre part, quand tu as trop de joueurs, moi, ça va pas trop avec ma structure mentale. Et tu vois, je me disais, à chaque fois que mon téléphone sonnait, je finissais par me dire, merde, qu'est-ce que j'ai oublié de faire, quoi. Tu vois, parce que, parce que, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le travail que j'ai fait avec Goffin, parce que David, pendant 7 ans, je suis restée quasiment 10 ans avec lui, mais pendant presque 7 ans, j'avais presque que lui. Ah ouais. Il jouait très bien, hein. Ouais. Mais donc là, j'étais vraiment dans ma zone de confort parce que je faisais tout de A jusqu'à Z, j'étais concentrée sur lui et je pense que c'est ce qui m'a permis quand même de faire du bon boulot parce que même s'il jouait très bien, il venait d'un marché qui n'était pas non plus super fort et c'est pas non plus Ponini, tu vois, c'est pas le joueur le plus... Beau gosse. Non, mais c'est pas beau gosse, c'est que quand il joue, t'es pas sûr d'avoir des Spectacle. Ouais. spectacles de ouf, il va pas péter ses raquettes, il va pas, tu vois, il est quand même plutôt low profile, tu vois, donc d'arriver à faire des deals avec Piaget, Mercedes et tout, c'était pas mal. Mais c'est parce que j'allais en Belgique toutes les semaines, en fait. Et si t'as Ouais. tu fais pas ça, tu vois. Mais t'es allé en Belgique rencontrer les marques directement? Ouais. J'ai appelé toutes les marques de Belgique. Ah ouais. Les boîtes de Belgique, ouais. Ouais. C'est incroyable. Tu faisais du téléphone, de la prospection téléphone. Ah ouais. Mais j'en fais toujours, hein. Ah, c'est fort. Et C'est la diff en fait avec les grosses agences, c'est que du coup moi maintenant dans ma petite agence où on a moins de joueurs et où on choisit nos profils, on va appeler par athlète, je sais pas, 50, 70 boîtes quoi. ouais. Et un Goffin dans ses grandes heures génère combien en revenu annuel de sponsoring? Tu sais, on peut jamais trop dire les chiffres, hein, mais c'était pas mal. Par exemple, sur une année prize money tennis, sur ces grandes années, il doit être à quoi, 1,5 million, 2 millions peut-être? Un peu plus que ça. Ah ouais, quand même? Prize Money, il était un peu plus que ça et en sponsoring à peu près ça. D'accord. À peu près, hein, je mets des gros guillemets. Ouais, ouais, ouais. Vous donner de titre. Si t'es à 2,5 millions de prize tennis plus 2,5 millions de sponsoring, c'est bien. Même si les impôts Pas passent tout par à là. fait cette balance-ça, là, mais c'est à peu près ça. En fait, c'est toujours sur le terrain que tu gagnes plus d'argent. Alors, à part. À part Roger, Serena, compagnie. Sharapova, tu vois, Ouais, ouais. à part les grosses têtes d'affiche, mais sinon, quand t'es pas comme ça, c'est quand même sur le terrain que tu fais ton prix. Et chez les jeunes, quand tu commences avec une dizaine de personnes et que tu vas chercher des premiers deals raquettes ou quoi, c'est quoi les premiers montants cachés auquel un jeune peut prétendre? Écoute, c'est un marché qui est très particulier, en fait, le marché des jeunes, parce que le marché a quand même beaucoup évolué en 20 ans, tu vois. Clairement,
il y a de plus en plus d'argent pour les très forts et quand même de moins en moins pour les autres. En revanche, le marché des juniors reste extrêmement attractif, tu vois. D'accord. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui et avant, un jeune de 14-15 ans qui joue très bien, il a la même chose en sponsoring qu'un mec qui est top 50, tu vois. Ah ouais. Ouais. Donc, Mais ouais, un top 50 qui marche moyen, on va dire. un top 50 qui marche pas mal, tu vois. Bon, après, il y a toujours des folies, tu vois. Il y a toujours des deals qui ont été faits pour Léolia Jean-Jean quand elle était aux Petits As. Tu vois, il y a eu des deals qui ont été faits avec Nike qui étaient délirants, tu vois. Bon, il y a toujours des trucs un peu comme ça, mais sinon, le marché reste quand même intéressant pour les jeunes qui jouent très bien. Mais c'est vraiment à double tranchant parce que clairement, dans 90% des cas, ça fait péter les plombs à tout le monde, en fait. Cet argent-là, ça fait péter les plombs, quoi, tu vois. Et t'as beau avoir des parents qui disent « Non, non, mais nous, pas nous. Nous, on a bien les pieds sur terre et tout. » Tu décolles, tu finis par décoller. J'ai pas d'exemple de parents qui n'ont pas décollé. Ah ouais. Léolia était chez qui? En agent, je me souviens plus, mais je sais même pas si elle avait un agent. Et donc, au Petit As, c'est quoi? C'est plusieurs millions d'emblée à 14 ans? C'était important, ouais. Ouais. C'était cet ordre-là, ouais. Ouais, c'est costaud. J'aimerais revenir juste pour pas oublier. Tu m'as dit c'est ton papa hein, qui avait fait demi en Grand Chelem. Car. Car. Je suis un peu emballé, mais c'est mon rôle. Est-ce que tu aurais une anecdote sympa avec ton papa à l'époque, un souvenir qui nous montre non, mais c'est l'ambiance, quoi? Je crois que son quart, ça devait être en 59, tu vois. Waouh! Ouais, tu vois, ça date. Mon père, il est mort il y a 24 ans. Ouais. Oui, il est mort jeune, mais quand même, c'était il y a longtemps, tu vois. Et si tu veux, le tennis... Alors, ce qui est très sympa, c'est que la première fois que je suis allée à Wimbledon, donc en juin 2003, je suis allée dans le couloir d'Ella State et j'ai vu sa photo, tu vois. Donc ça, c'était quand même très, très sympa. Et je pense qu'elle y est toujours. Mais à l'époque, le tennis, c'était pas du tout comme maintenant, tu vois. Les mecs, ils fumaient des clopes au changement de côté, limite, tu vois. C'était... Ouais. J'exagère, parce que c'était quand même du haut niveau, mais... C'était quand même beaucoup plus détente. C'était pas pro, déjà. Et c'était quand même beaucoup plus détente. Les mecs, ils faisaient beaucoup la fête. Ouais. Tu vois, c'était une autre approche. Je pense que Noah, c'est un peu les dernières secousses du sport dans cette ambiance-là, avant que ça devienne un truc quand même un peu austère. Parce que c'est devenu un peu austère. Enfin, je sais pas toi, mais sur les matchs de Grand Chelem en 5-7, souvent, tu t'emmerdes à mourir quand même. Ah, il faut arriver pour le super tie-break maintenant. Ouais, bah tu vois le temps que tu gagnes si tu arrives pour le super tie-break. Donc, je pense que c'était quand même plus festif, plus sympa, et les joueurs de cette époque-là, et quand tu discutes encore avec cette génération de joueurs, ils ont une approche qui est encore beaucoup plus fraîche du tennis, je trouve. Même ceux qui vivent encore, tu vois. Ah ouais. Encore beaucoup plus... C'est un peu comme le double aujourd'hui, tu vois. C'est un peu la même ambiance qu'avec les joueurs de double. Ah, les joueurs de double, les mecs se mettent la race à l'entraînement, c'est devenu. Oui, bien sûr, solide. mais ils n'ont pas trop le boulard, en fait. D'accord. Ils sont encore bien, tu vois. Oui, ils se mettent la race à l'entraînement, mais ils ont encore une approche un peu décontractée du jeu, tu vois. Ils savent que c'est pas eux qu'on attend vraiment. Alors c'est dommage que c'est quand même, tu vois, moi je bosse avec Édouard Roger Vasselin là. Qui part aujourd'hui à Turin d'ailleurs. Ouais, dont on parle pas assez d'ailleurs, parce que. Je lui ai proposé un épisode de podcast hier, figure-toi. Ah bah tu as bien fait, je vais insister pour qu'il le fasse. Et il m'a répondu très gentiment en me disant non, ouais, en me faisant un énorme wad. Ah, vrai? Mais non. Non. Non, ça va, on s'est vu plein de fois cette année et il m'a dit avec grand plaisir en rentrant du master, je serais proposé pendant les matchs. Mais tu vois, je trouve que putain, ils ont leur place ces gars-là, quoi. Parce que par contre, quand tu regardes un match de double, tu t'ennuies pas du tout. C'est rythmé, ouais. Tu vois. Et je sais pas si tu as lu le livre de Daniel Bombardier. Ah bah oui. Qui met un énorme tir aux joueurs de double. Oui, mais c'est pour d'autres raisons. En disant que c'est des sous-races, que les mecs, c'est les pires pinces. Non, mais elle a pas tort, mais... Ah ouais, elle a pas tort quand Français. même. T'as dit quoi, pardon? Pas les Français. Ah. Mais non, mais c'est vrai que le règlement tel qu'il est fait aujourd'hui, bon, bah, surprotège pas mal les joueurs de double. Mais bon, Daniel, elle a une autre approche, puisque si tu veux, sur les tournois, elle gère
des trucs qui sont surexploités par les joueurs de double, tu vois. Ah ouais. Ouais. Donc, en gros, je crois que quand tu perds, tu as encore droit à 5 nuits d'hébergement gratuit. Ouais. En Grand Chelem, tu veux dire? Non. Sur ces... Ouais, je t'entends. Ah, je sais pas, je connais pas le règlement, mais en tout cas, sur les tours, peut-être que sur les Master 1000, enfin bon, ils sont pris en charge un nombre de nuits de dingue, alors qu'ils ont, tu vois, s'ils perdent le lundi, ils peuvent encore rester jusqu'au mercredi, jeudi ou vendredi, je sais pas exactement. Ils fument le budget, quoi. Ouais. Mais donc, ouais, tu vois, elle me disait, mais nous, on a bossé en Guadeloupe ensemble sur le Challenger là, de Gosier, où on s'est vraiment marré. C'est vraiment marré. Mais elle me disait, putain, les mecs, ils perdent le lundi, le vendredi, ils sont encore sous les cocotiers en train de, tu vois, de boire des petits punches, quoi. Donc, ça la gonflait. Et je comprends. Mais je comprends bien. Sur les Challenger, tu vois, où il y a vraiment aucun public sur les matchs de double, quoi. Tu gérais quoi, le sponsoring ou les... Non, j'étais co-directrice du tournoi. J'avais monté ce tournoi, en fait, parce qu'à l'époque, je travaillais avec Jenny Mina, que j'aime d'amour toujours aujourd'hui, qui est un super mec, qui a joué Nadal à Roland, tu sais. Ouais, bien sûr. Et qui, bon, pour des raisons fédérales de merde, n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû faire. Mais bref, un changement de technique, hein, c'est ça? Ouais. J'en ai beaucoup voulu à son entraîneur de l'époque qui s'était vraiment engagé à l'accompagner pendant 3 ans et qui, au bout de 9 mois, est allé prendre un poste un peu plus sympa à la Fédé et en fait, ça a coûté la carrière de Jenny, quoi. Tu vois, parce que du coup, bah, il a plus son coach, il a plus retrouvé ses marques. Bon, bref. Il est pas avocat maintenant ou je sais plus ce qu'il fait. Non, il bosse dans une boîte. Ouais, il a fait Sciences Po. Ouais, voilà, c'était Sciences Po que j'avais eu. Ouais. Solide. Il est super brillant et il va faire une très très jolie carrière. Mais en tout cas, sur le terrain, tu vois, il a dû s'éloigner des cours. Il avait un physique fragile, mais bon, en attendant, il était Guadeloupéen, il est toujours. Et comme il était champion du monde junior, avec un super potentiel, bah, il s'est avéré qu'on m'a proposé de monter un challenger là-bas. Et donc, on a monté un 100 000 à Gosier. Et franchement, donc j'ai demandé à Daniel de m'aider pour l'accueil joueur, enfin, tu vois, pour l'accueil des joueurs là-bas. Ce qu'elle a fait, et vraiment, on s'est marré. Mais bon, c'est un phénomène parce que franchement. Elle parle français aux joueurs étrangers, enfin, c'est merveilleux. Ah non, mais c'était tendu parce qu'en plus, si tu veux, on arrive sur une terre où ils n'ont pas l'habitude de recevoir des James Blake, tu vois, des mecs. Vous avez eu Blake quand même. On a eu Blake, mais on a eu Fonini, on a eu des joueurs de dingo, on a eu Tiafo, on a eu des joueurs de dingo, tu vois. Ouais. Félix, OGLSIM, tu vois. Propre. Et donc, nous, on est quand même un peu fiers, tu vois, de faire venir ces joueurs-là. Et puis là-bas, bah, ils s'en foutent complet, quoi. Donc, ils réservent des cours, il n'y a pas de cours. Enfin, tu vois, il fallait les éduquer un peu pour leur dire, bah, attendez, c'est quand même important, c'est des joueurs forts, il faut leur donner ce dont ils ont besoin. Avec le temps, ça s'est amélioré, mais Daniel, elle te les secouait, mais tu peux pas savoir, quoi. Et moi, j'avais un peu peur qu'ils nous tapent dessus, quoi. D'ailleurs, avec Marine de Roger-Vasselin, on a eu une scène un peu tendue où un des chauffeurs voulait pas nous amener au tournoi, en fait. Je sais pas, on peut être un peu sèche ou j'en sais rien. Toute la faute sur moi, mais probablement que j'avais été un peu sèche. Et le mec voulait pas, il avait verrouillé les portes, il voulait pas nous laisser nous emmener au club, quoi. Il y a des minimums garantis sur un challenger comme ça pour les stars. Il devait y en avoir, mais ça devait pas aller chercher loin. Hein. C'était 3 000 balles, tu vois, c'était que dalle, quoi. Ok. Peut-être les meilleurs souvenirs que tu as chez Octagon, meilleures anecdotes avec les joueurs que tu as accompagnés à l'époque. Ça date un peu avec Octagon, puisque j'ai quand même arrêté en 2013, tu vois. Ouais. Alors, juste pour confirmer, tu as bien eu Amélie, Seb Grosjean. Bah, Amélie et Seb étaient dans l'agence quand moi j'ai commencé, donc moi j'assistais, tu vois. Après Seb, on a un peu plus travaillé ensemble quand Cyril est parti. Ok. Mais oui, j'étais dans cette équipe-là avec eux, tu vois, mais plus avec Sébastien qu'avec Amélie. Je me souviens pas pourquoi. Robredo aussi. Ouais, Robredo, Gouga, tout ça, ouais. Bah, les meilleurs souvenirs, en fait, c'est ceux-là, hein, tu vois, c'est ceux du début où c'était encore vachement sympa, l'ambiance, même entre les agences, parce que tu vois, il y avait Cyril Buscaglione, et puis chez IMG, il y avait Julien Chauvin.
Donc, nous, on avait Laudra, et puis Razzano, et puis chez IMG, il y avait d'autres Français. Mais bon, en gros, on était tous quand même assez potes, tu vois. Et de dinguerie avec Liodra, des trucs à nous raconter. Bah, Laudra, tu sais, c'est toujours la même histoire où quand il avait les contrôles antidopage, il se mettait à courir comme un ouf. Que le mec lui disait ok, pas de problème, on fait le contrôle, attrape-moi. Et il partait à l'autre bout du stade à 2000 à l'heure. Mais bon, il en loupait pas une, Mika, quand même. Tu vois, il était vraiment, il se cachait dans les vestiaires. Il était complètement imprévisible. Tu vois. Mais bon, il avait quand même ses petites exigences, quoi. Ah ouais, du genre? Bah, du genre, les sponsors, les bonus, les machins, les négos, il était quand même exigeant. Son père était très exigeant aussi, tu vois. Il comprenait pas que les joueurs, en gros, enfin, souvent, ils comprennent pas pourquoi les marques sont pas prêtes à tout pour eux. Ouais. Parce que oui, Mika, c'était un super profil et il jouait incroyable, mais il y avait pas que lui, tu vois. Il y avait Santoro aussi, qui était chez IMG. Il y avait, tu vois, on se tirait tous un peu la bourre et ils comprenaient pas pourquoi il y avait des contrats qui allaient à d'autres et pas à eux, tu vois. Donc, tu te sens toujours un peu à devoir te justifier de bah, on n'a pas fait ce deal. Tu vois. Jaguar, quand même, à un moment, Mika. C'était propre. Ouais, mais Jaguar, c'est pas nous, hein. C'est pas nous. D'accord. C'est après. Ok. Les plus beaux deals avec les plus belles boîtes, c'est quoi? Bah, moi, c'est avec Goffin quand même. Tu vois, D'accord. Piaget, Goffin, après Patrick, Zénith, tu vois, c'est plus tard que je les ai faits. Avec les joueurs, au début, c'était les contrats, tu vois, les contrats équipementiers, quoi. Les contrats Lacoste, Nike avec Jenny, tu vois, en fait, le plus sympa, c'est quand il y a des super belles campagnes qui sont faites pour les joueurs. Mais t'as pas toujours ça, tu vois. Aujourd'hui, tu as plein de joueurs sous contrat qui sont pas exploités par les marques. Donc, il y a une frustration de la part des joueurs, même s'ils sont bien payés. C'est là où Tennis Légende a sa carte à jouer. Alors, si tu veux, vas-y, je te laisse la parole. Mais non, mais s'ils sont pas assez exploités par les marques, nous, on arrive, on leur propose quelques idées en disant, voilà, on peut activer de telle et telle manière. Là, tu vas me dire, oui, Maxime, bien sûr. Mais bref. Je peux dire ça, mais je peux aussi dire que qui ne tente rien à rien. Non, mais en tout cas, là où tu as raison, c'est que je trouve que souvent, les marques vont prendre des joueurs pour les verrouiller et puis derrière, tu vois, les utilisent pas, quoi, parce que ça rentre pas dans leur strat ou qu'ils ont plus de budget ou que... Parce que tu vois, quand tu signes un deal avec un joueur, en gros, pour que ce soit intéressant, il faut que le même montant que le montant investi en cash soit investi dans l'activation marketing, tu vois. D'accord. Sinon, c'est pas tellement intéressant. Donc, si tu vois, le nombre de joueurs qui ont des deals avec des marques où ils sont pas visibles, c'est dingue, quoi. Donc, pour moi, aujourd'hui, dans le monde actuel, je trouve que c'est encore plus intéressant d'avoir une super belle campagne que d'avoir un gros... Avec les réseaux sociaux et compagnie, Et à Tommy Robredo, tu allé en Espagne de la même manière que tu le faisais en Belgique pour David? Oui, alors Tommy, c'était Jorge Salcal qui s'en occupait en priorité à l'époque. Mais Tommy, il était vraiment sympa. Franchement, il était vraiment... Enfin, je dis pas ça pour comparer avec les Français qui étaient relous. Non. Mais il était quand même tranquille, quoi. Okay. Il y avait 2-3 Espagnols qui étaient quand même tranquilles. Ferrero, Robredo, Garcia Lopez, tu vois, tous ces mecs-là, ils étaient quand même assez tranquilles. Ah, vous aviez Juan Carlos aussi? C'est beau, ça. Ouais. Et maintenant, il est où, ce bon vieux Jean-Carl? Bah, il entraîne Alcaraz. Oui, non, mais je veux dire avec ses sponsors. Qui le gère? Je sais pas. Mais tu sais, il a son académie, là, avec lui. Donc, il est... Je sais pas, il est aide toujours, je sais pas, mais il est toujours... Aide, ouais, aide, et puis casquette, je sais plus. Mais il a pas mal de trucs pour son académie, tu vois. Mais il y a eu un gros deal casquette, là. Son académie, tu vois, c'était... Ouais, c'est quand même... Bon, bah voilà, c'est des super gros projets, quoi, tu vois, c'est des gros trucs. Et Google, les plus belles opérations que vous ayez fait? Bah, Google, c'était, tu sais, les patchs que tu mets sur un match, là, dans les grands chelems, d'accord, finale de grand chelem, là, tu vois, où c'était Lego toute la nuit pour arriver à voir qui va être sur la manche, tu vois, de Google. Mais à ce moment-là, c'est quoi? C'est des appels entrants ou c'est vous qui allez chercher, qui allez activer les les deux, tu vois, c'est un peu les deux. Mais bon, moi, j'ai quand même, historiquement, plutôt le souvenir de devoir quand même aller
chercher les marques que l'inverse. Et à ce moment-là, c'est de l'enchère, quoi. Tu vois, de tous les joueurs que j'ai vus passer, celui pour qui il y a le plus d'appels en France, c'est Jules Marie. Ah, c'est hallucinant. On va y venir après. Ouais. C'est totalement fou. C'est dingue. Bah, lui, ça sonne tous les jours quasiment, en fait. Ouais, c'est fou. Alors, attends. Parce que là, énorme teasing. Mais on va y venir parce qu'il y a Patrick entre-temps. Ouais. J'étais à l'US Open, là, 2023. Ouais. Et je me suis posé dans le player lounge sur un bureau pour bosser. Et à côté, il s'avère qu'il y a une couturière qui s'est mise là pour faire les patchs, justement, minutes. Ouais. Comment ça marche sur un grand chelem comme ça? Parce que j'avais l'impression que tous les joueurs pouvaient en bénéficier. Et c'est quoi les montants, du coup, pour des joueurs moins bien classés? Enfin, est-ce que tu as des... En fait, c'est un marché qui est donc hyper ponctuel, qui se passe que pendant les grands chelems et qui dépend des droits télé. C'est-à-dire qu'en gros, tu as des marques qui vont allouer une enveloppe de 30, 40, 50, 100 000 euros et qui vont dire, mais voilà, nous, tout ce qu'on veut, c'est être vu. Donc, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste un patch sur la manche. Donc, tu as Novak qui joue un joueur inconnu au premier tour en night session et c'est retransmis. Tu vas voir le mec qui est en face de Novak et tu lui proposes un pas sur la manche. Parce que si tu veux voir Novak, ça te coûte 1,5 œil. Donc, tu vas pas voir Novak. C'est l'agence qui va voir le joueur. Voilà. Donc, en gros, tu vois, c'est un peu la guerre entre les agents qui ont les joueurs ou qui ont les budgets ou les joueurs qui n'ont pas d'agent. C'est le premier qui va lui en parler, qui prend sa com. Parce que c'est quand même ça, au final, tu vois. Voilà, donc en fait, ces patchs-là, tu les vois sur des grands chelems, généralement, tu les vois plus en finale, tu vois, parce que c'est trop faire. Mais sur les premiers tours, tu peux avoir un joueur à qui tu files 3 ou 5 000 balles pour qu'il porte le patch, parce que son match est en light session et il va être télévisé, tu vois, donc ça va toucher le plus grand nombre. Ouais, c'est des billets sympas quand même. Bah, pour des joueurs qui sont pas trop exposés, c'est chouette. Mais ça paraît vraiment années 90 comme manière de communiquer, non, tu trouves pas? Bah, tu sais... Ou est-ce que ça marche vraiment? J'en sais rien du tout. En plus, si tu veux, aujourd'hui, les outils enfin, si, je sais un peu, mais les outils pour calculer ton retour sur investissement, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, tu peux voir le nombre de clics, le nombre de vues, le taux d'engagement, le machin, le truc. Quand tu mets un patch sur une tenue, c'est extrêmement difficile de calculer véritablement ton retour sur investissement. Tu as quand même des outils de calcul qui te permettent de constater que ta notoriété de marque ou ta visibilité de marque a quand même augmenté, tu vois, si tu mises sur le bon cheval. Mais oui, ça reste, je suis d'accord, un peu archaïque, mais en même temps, sur un événement comme un grand chelem, acheter un joueur, ça va te coûter quand même, patcher un joueur, ça va te coûter quand même un petit billet rondelet. S'il perd au premier tour, t'as tout perdu, quoi, tu vois. Alors que là, ça te permet quand même d'être vu sur peut-être 10, 15 matchs. Et donc, tu fais un peu de masse. C'est toujours la même chose. Soit tu fais de la masse, soit tu fais de l'élite. Voilà. L'élite, tu sais que ça coûte très, très cher et que ça comporte des risques. Si tu fais de la masse, ça te coûte cher quand même, mais un peu moins. Et puis, dans l'eau, tu peux avoir des bonnes surprises, tu vois. Et tu gagnes en notoriété de marque. Tu vois, parce qu'il y a quand même des marques qui restent dans nos têtes parce que... regarde, Mino Maricor, les patchs de Roland. Très fort. Tout le monde les connaît. Bon, tu me diras, c'est 4 ans qu'ils font ça, mais ils font ça que pendant Roland, quasiment. Tu vois. Ok. Comment s'est fait la transition Octagone et après, tu es allé avec Patrick, c'est ça Non, en fait, moi, j'ai arrêté d'être salariée chez Octagone en 2013 pour devenir consultante. Ok. Donc, on est resté main dans la main jusqu'il y a encore 2 ans, en fait, tu vois. Parce que moi, je suis hyper loyale envers eux, c'est-à-dire que j'irai jamais, tu vois, bosser à la concurrence. Enfin, j'ai toujours envie d'aller vers eux si je peux, tu vois. D'accord, ok. Donc, en fait, comme j'avais Goffin, il était chez Octagone, donc moi, j'étais consultante, si tu veux, exclusive pour David via Octagone. Donc, on est resté en lien jusqu'à ce que David
arrête, enfin que sa carrière évolue différemment en 2020, 2021. Mais donc j'étais toujours liée à Octagone. Entre-temps, j'avais signé Arthur Fils en je sais pas quand, mais bon, je l'avais signé, donc j'avais toujours des liens, si tu veux, avec Octagone. Donc j'étais consultante pour les joueurs que j'avais avec eux. À un moment, j'ai eu Pavlyuchenkova aussi, qui était entraînée par le frère de David, tu vois, donc elle avait été chez Octagone, donc j'avais des liens, j'étais consultante. Patrick, ça s'est fait différemment, parce que Patrick, en 2017, il est venu me voir parce qu'il cherchait quelqu'un pour faire rentrer des sponsors pour son académie et pour lui, tu vois. Ok. Ouais. Donc ça, je l'ai fait en dehors d'Octagone. Comment vous êtes rapproché avec Patrick? Pardon? Comment vous êtes rapproché avec Patrick? Pourquoi il a fait appel à toi et pas à quelqu'un d'autre? Je sais, hein. On se connaissait depuis longtemps, tu vois. Et il y avait un bon fit et voilà. Pas spécialement. Moi, j'étais pas une grande fan du mec, tu vois. J'étais très étonnée quand il m'a appelé parce que j'étais vraiment pas du tout en proximité avec lui, tu vois. Pas du tout, quoi. Et donc, il me dit ça et je me dis, oh là là, je vais jamais y arriver, quoi, tu vois. Il me paraissait, si tu veux, hyper l'image qu'il peut avoir, tu vois. Exigeant sur son image, sur machin. Et puis, en fait, je lui ai dit, écoute, on fait 6 mois, on voit, tu vois, et puis on voit ce que ça donne, et puis dans 6 mois, on se reparle. Et en fait, c'est là où j'ai découvert Patrick et ses qualités, si tu veux. Avant, j'avais surtout vu ses défauts, entre guillemets. Bon, on en a tous, hein. Mais là, j'ai vu ses qualités de coach, tu vois, parce que c'est vraiment un mec qui te donne la possibilité de réussir, tu vois. C'est-à-dire qu'il est... Comment? il est très axé résultat, tu vois, donc il valorise beaucoup le résultat que tu peux avoir. Et voilà, ça paraît logique quand on entraîne des athlètes, mais si tu veux, nous, dans nos métiers, on a souvent une obligation de moyens, tu vois, c'est-à-dire on essaye et puis si ça marche pas, ça marche pas. Lui, ça marche pas, c'est pas trop son truc, hein, tu vois. Lui, il faut que ça marche, tu te démerdes, mais il faut que ça marche. Donc, bon, je me suis mise à faire quand même pas mal de deals. Et on a fait des super jolies choses, des super jolies campagnes, notamment avec Zénith. Les montres. Les montres, voilà, où on a fait des trucs super. Et puis Dunlop, et puis ASICS. On a fait des trucs top, top, top. Et c'est un mec qui a un entrain de dingue, qui dort jamais, qui a tout le temps la pêche, qui est hyper passionné. Donc, si tu veux, il te transmet sa passion beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très solidaire de ses équipes, tu vois. Il est très solidaire de ses équipes. Bon, après, il a monté un truc, c'est une multinationale, le truc, tu vois. Donc, T'étais à distance, toi, t'étais de Boulogne? Ouais, mais j'allais beaucoup. J'allais quasi tous les mois, voire plus, tu vois. Là-bas, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre le fonctionnement, tu vois, de Patrick et de l'académie. C'est deux choses complètement différentes, tu vois. Donc moi, je me sens très agent. Donc, si tu veux, je me réalisais mieux en tant qu'agent de Patrick parce que je l'avais sous la main. J'étais capable tu vois, de sentir ce qu'il voulait pas, ce qu'il était prêt à faire, pas prêt à faire, ce dont il avait envie, pas envie. L'académie, c'était autre chose. C'était un tout autre management, une toute autre équipe, tu vois. Mais bon, voilà, on a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, on a monté l'UTS pendant le Covid, tu vois. Incroyable. Ouais, t'es consultante de l'UTS. Et comment, je sais pas, déjà peut-être plus beau deal que t'aies fait avec Patrick, c'est Zénith, j'ai l'impression. Écoute, oui, je pense que c'est Zénith parce qu'en fait, quand t'es agent, moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est que t'es caché derrière une star, tu vois. Ok, ouais, t'es dans l'ombre, tranquille. Voilà. Donc, moi, ça me va très bien d'être dans l'ombre. J'adore ça. Et ce que tu veux, c'est quand même arriver à faire en sorte que ton client soit content. Ouais. Donc, il y a une vraie satisfaction quand il l'est, tu vois. Ouais. Et Patrick, il était fan de montres. Ouais, facile. Fan de montres. Donc, en fait, d'arriver à faire une collection, une édition limitée pour lui, tu vois, avec sa petite phrase sur sa montre. Tu vois, je sentais qu'il avait des étoiles dans les yeux et j'étais hyper contente de ça. En plus, l'équipe chez Zénith, elle est dingue. Donc, les mecs sont hyper sympas. Le boss, il est fan de tennis. Donc, tu travailles vraiment... Très passionné.
Après, ce qu'on a fait avec ASICS, c'était sympa aussi parce que ils ont mis beaucoup d'efforts sur la table aussi pour que tout le monde soit content, quoi. Tu vois. Et on a un retour de Zénith qui dit bah ouais, la montre de Patrick se vend, elle est demandée parce que le mec Ouais. embarque les gens. Ça Ouais. marche? Ouais. Ouais. C'est Bah chouette. oui, oui, oui. Bah oui, mais parce qu'ils font ce qu'il faut aussi. Ils activent bien, ouais. Ouais, exactement. Et un souvenir d'une soirée mémorable, de lancement ou un truc vraiment assez dingue, mais même avec Octagone, tu vois. Ouais, c'est quand même souvent autour de dîners, de fêtes, de machins. Ouais, on a eu des petites soirées arrosées, à Melbourne avec Patrick. Ah ouais? Ouais, à Melbourne avec ouais, Patrick et un des mecs de son équipe. Où, je sais pas, on était dans un resto français. Je sais pas combien de bouteilles de vin on a bu. Je sais pas, mais en tout cas, le Ça reste un lendemain. moment, Patrick. Ouais, il y en a eu deux, trois comme ça. Et puis, tu sais, à Wimbledon aussi, c'est les maisons. Tu sais, tu as les maisons des joueurs et les maisons des agences. Et donc, là aussi, on a eu quelques soirées mémorables, mais souvent entre Français, tu vois. Et encore plus, je dirais, il y a 15 ans que maintenant, parce qu'il y a Ouais. 15 ans, en fait, tout le monde se retrouvait au village ou dans les maisons et on se marrait quand même vraiment bien. Tu Énorme. vois. Mais même entre IMG, entre concurrents, entre tout ça. Ouais. Il n'y avait pas trop ce sujet-là, tu vois. Et c'est ce que Seb a gardé aussi, Grosjean, tu vois. Il a gardé quoi, tu veux dire? Ce côté famille, tu vois, du tennis où, voilà, on peut être concurrent un jour, voilà, on se connaît, on se respecte, on va quand même pas se défoncer. Bon, même s'il y a des trucs parfois qui plaisent pas, mais tu Ouais, vois, j'allais venir. on J'allais peut venir. toujours, on peut toujours quand même compter les uns sur les autres. Yes. J'ai deux questions. C'est comment tu gères du coup la fin d'un Seb Goffin ou d'un Seb D'un Seb Coffin. j'ai fait un D'un mix des David deux. Coffin. Ouais, d'un Ouais. Seb Grosjean ou d'un David Goffin, alias la Goff. Émotionnellement, comme Ouais. tu disais au départ que pour être agent, il fallait pas trop se laisser impacter par justement ces Ouais. émotions, mais toi personnellement, comment tu l'as vécu? Et Bah, alors juste avant ça, un Seb Grosjean qu'on se rende compte parce que c'était aussi une autre époque ouais. avec moins de réseaux sociaux, moins Ouais. de tout ça. Euh, Ouais, mais enfin bon, c'était costaud quand même, hein. Il c'est était costaud quand capitaine même. final. Et du coup, meilleur deal que vous ayez fait avec lui et peut-être anecdote avec Seb. Bah, il avait un deal avec Xbox, là, les consoles qui étaient pas mal. Ouais. Non, mais Ça tu vois, chiffre en quoi? En millions ou en dessous? un peu en dessous, mais c'était pas mal quand même, tu vois. Et c'est un montant annuel ou c'est Ouais, un montant annuel avec des bonus. avec des bonus et sur généralement quoi, 3 4 années? Ouais, c'est ça, ouais. C'est D'accord. ce qu'on toujours on essaye de faire. Bah, anecdote, enfin, le plus sympa, c'est que je pense qu'il fait demi à Wim, je sais plus en quelle année. Ouais. Et là, c'était vraiment sympa parce qu'il était dans un bon état d'esprit, l'équipe était réunie autour de lui, tous les signaux étaient verts et on avait vraiment vécu une belle aventure sportive. D'accord. Après, les anecdotes avec Seb pendant qu'il jouait, il était sérieux quand même. Ah ouais? Ah non, plus d'anecdotes où, tu vois, on finit en boîte torchée à 5 h du mat. Pas trop. Pas avec lui, en tout cas. Avec l'équipe autour de lui, peut-être, mais pas avec lui. Ah, plus avec Liodra, ça je pense, non? C'est possible, mais bon. Mais bon, je t'ai pas posé la question, alors tu peux pas nous le dire. Non, mais Clément m'avait dit un truc sympa. Il m'avait dit quand ils ont gagné, je crois, Wim avec Mika, tous les soirs, ils s'ouvraient une bonne bouteille Ah ensemble bah ouais. pendant le tournoi, ce qui est quand même sympa pour des Ouais, athlètes. mais Mika, il adore les bons vins. Enfin, d'ailleurs, il en fait plus ou moins son métier aujourd'hui. Donc, il Ouais. a toujours été super passionné par ça. Mais c'était pas le cas de Seb, hein, Ah ouais, c'est plus. quand même. Ouais. Ok. Mais c'était pas trop le cas d'Arnaud non plus, hein. Il avait dû se laisser un peu En embringuer par tout brigade. ça. Et juste avant de parler de la fin du coup des contrats, l'agence, c'est quoi? C'est 10% de rémunération ou comment ça marche? Écoute, globalement, c'est 20. D'accord. Ok. Global, enfin, c'est à peu près ce que pratiquent tous les agents. Ok, ok. Ouais, t'adaptes un peu, tu vois, mais en gros, c'est 20. Ok. Et rien à voir, est-ce que tu as kiffé la série 10%? Ouais, Ouais. grave. Ouais. Grave. Bah, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'était une série sur nous, quoi. C'est les mêmes anecdotes, les mêmes caprices de stars, Ouais. ouais. Dans le milieu du sport, quoi. Ouais, ouais. Et alors, comment c'est terminé? Pourquoi se sont terminés
relation avec Seb Goffin, ton grand copain. Et comment t'as géré, surtout émotionnellement, parce que ça doit être dur, c'est des grosses pages qui se tournent, quoi. Ouais. Bah écoute, en fait, c'est un peu comme une rupture, je pense, tu vois, mais bon, à ce point-là quand même, mais bon, Seb, je me souviens pas bien, mais je crois qu'il est parti chez IMG avant d'arrêter sa carrière, donc il a dû nous quitter pour... ça avait du mal se passer, je sais plus trop, bon, j'en sais rien. Mais à l'époque, chez IMG, il y avait Régis Brunet, il y avait Arnaud Clément, donc c'était tout, tu vois, c'était un peu, bon, c'était pas la même concurrence qu'aujourd'hui, tu vois. C'était Et plus cool, tu disais? bah, c'était un peu plus famille, tu vois. Ok, ouais. Bon, voilà, donc après Seb, il a arrêté de jouer et voilà, quoi. Bon, comment j'ai géré? Pas parce que, je te dis, entre-temps, il était parti chez IMG, donc j'ai pas de souvenir. Et puis, on est resté quand même assez proches avec Sébastien toutes ces années-là. Donc, bon. David, c'est un peu différent parce que David, c'est un peu plus sombre, tu vois, parce qu'il y avait pas de résultats. Moi, j'ai arrêté en même temps que Thomas Johansson, un peu sur un échec tu vois, de résultats de David. On n'a pas trop pu se parler. C'était un peu tendu dans son entourage proche. Euh, J'avais encore dû dire des trucs. J'aurais mieux fait de faire un gueule, sûrement. Tu vois, j'en sais Ah rien. ouais? Après coup, tu te dis que parfois tu l'as trop ouverte? Bah, c'est l'histoire de ma vie. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme Et, ça. Au moins, les gens savent ce que je pense. et pas de regret, ou si parfois tu dis putain, j'aurais pas dû? Non, pas de regret parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est que si j'avais été à sa place, j'aurais aimé aussi qu'on me dise les choses. Ok, Donc voilà, après, intéressant. oui, David, en fait, j'ai vachement de tendresse pour lui, tu vois. Donc, je continue à avoir vachement de tendresse pour lui. Donc, la fin, c'était surtout une tristesse de ne pas le voir performer au niveau où il aurait dû continuer à performer. Tu vois, je trouve qu'il a quand même une fin de carrière un peu sombre, un peu triste. Et en fait, ce que je pense surtout, c'est que ça aurait pu être différent s'il avait fait des choix différents. Voilà, après, C'est-à-dire? bah, en fait, moi, je pense sincèrement qu'il aurait dû travailler avec un préparateur mental. D'accord. Il a Et bloqué à un moment. plusieurs fois et il l'a pas fait. Tu penses que c'était quoi ces blocages mentaux? Je pense qu'il a besoin j'en sais rien. Enfin, je veux pas. Je pense qu'il reproduit des schémas en match, tu vois, qui peuvent peut-être être réglés par un travail mental, tu vois, de mettre en place tu vois, des rituels, des, des réflexes un peu automatiques quand tu vois que tu te retrouves un peu dans le même schéma. Mm. Tu vois, David, tu vois qu'il se coupe un peu de son box, de son entourage, Ah il ouais. regarde plus trop, il parle plus, il est dans son truc, t'as plus de prise et là, c'est un peu l'engrenage négatif. Alors, j'ai pas vu ces matchs ces derniers mois, tu vois, mais en tout cas, quand ça a commencé un peu à se dégrader, c'était ça qu'on observait. Et tu vois, je me disais que s'il travaillait avec un préparateur mental, il aurait peut-être pu mettre en place des stratégies pour pas se retrouver dans cette spirale négative. Mm. Et c'est fou parce que là, je vois qu'il retourne en challenger et tout. Ouais. Je Il pense se qu'il a sort. un très très grand amour du tennis, tu vois. Ouais. Donc, Mais un peu euh, comme un Richard, quoi. Il lâche pas ouais, les mecs, ouais, hein. ouais, mais après, peut-être que depuis, il l'a fait, j'en sais rien, tu vois. Mais voilà, donc David, c'était un peu sombre et en fait, je m'en suis pas trop aperçu tout de suite parce que c'était plus ou moins la fin du Covid. Il y avait l'UTS qui me prenait quand même pas mal de temps et d'énergie et ça jouait pas encore de nouveau normalement. C'est après que je me suis dit c'est un peu dommage. Voilà. Et lorsque les joueurs quittent un grand chelem et font une photo devant l'hôtel en disant merci pour tout, ça veut dire quoi? Ils ont logé là gratuitement Ça veut pendant la dire que durée du vraiment truc? ils aiment l'hôtel et qu'ils sont hyper contents de les avoir sur leur feed Instagram. C'est que le petit-déj était super, quoi. Super petit déj. Et un petit mot dans la chambre, bienvenue. Mais ça veut dire qu'ils logent gratuitement et en contrepartie, ils font Ouais. un poste. C'est ça les Ah, arrangements? c'est ça. Mais tu sais, en fait, ils ont des per diem des tournois. Hmm. Donc, ils sont pris en charge de toute façon, tu Ah, vois. de toute façon, ok. Et ils peuvent avoir une deuxième chambre gratuite ou, tu vois, Pour le coach, tout ça. ou une suite ou un machin. Mais ils ont des gratuités, ouais. Ouais. Mais je Ok. trouve qu'on en revient un peu de tout ça, tu vois.
Ah ouais? Ouais. Bah, ça fait un peu, tu vois, c'est cousu de fil blanc, quoi. Puis Ouais, qu'est-ce c'est un peu too much. savoir Ouais. qu'il a dormi, moi, personnellement, je m'en fous, mais bon, peut-être que ça intéresse les gens, hein, mais ça me paraît tu vois, je trouve que là, il faut qu'on soit un peu plus créatif avec l'évolution du monde médiatique, il faut qu'on Mm. soit un peu plus créatif, je Ouais. trouve. T'as évoqué Régis Brunet, on a fait Ouais. 3-4 épisodes mythiques avec Reg. À un moment, je lui ai dit, mais Régis, pourquoi tu me dis tout ça? Il me dit, oh, je vais pas l'emporter dans la tombe, hein, j'ai pas écrit de bouquin, allez, vas-y, je te donne. Donc, incroyable, mais vraiment des moments divins. En plus, Ouais, j'ai écouté, j'ai trouvé ça super, mais tu vois, je trouve que c'est moins maintenant le cas, tu vois. Maintenant, ouais, t'es plus dans du conflit, en fait, tu vois, c'est pas tendre, quoi. Il y a plus ouais, trop sauf avec, tu vois, ce petit groupe de gens qu'on connaît depuis très longtemps, avec lesquels on a des liens un peu affectifs. mm. Ça peut quand même se tendre, même avec eux, quoi. Et un souvenir en particulier avec Reg? Non, parce que moi, j'ai pas trop travaillé avec lui, mais bon, c'était quand même un peu un phénomène, hein, je pense, quand même. Un Clairement, peu, clairement. là, Je l'ai c'était toujours, hein. la nouvelle génération d'agents à l'époque, avant que le tennis devienne un peu chiant, tu vois. Donc, je pense que lui, il s'est bien marré, je pense, quand même. Mais moi, je l'ai toujours bien apprécié. Régis. Bah, il était à l'Open GDF Suez, tu vois, donc Ouais. il avait aussi ce tournoi-là, donc je le voyais dans cette occasion-là, à cette occasion-là, tu vois, mais c'était quand même un peu plus frais que maintenant, je trouve. L'UTS, tu restes consultante? Non. Terminado. Mais comment Un peu de sponsoring, mais c'est tout. Ok. Tu le perçois comment ça a l'air d'être un énorme carton sur les réseaux sociaux, beaucoup de fraîcheur et tout. Toi, c'est Ouais, quoi ouais. ton de l'intérieur, en tout cas ton ressenti? Bah, je suis plus trop de l'intérieur, mais en tout cas, je trouve que c'était super de faire ça au moment du Covid parce que ça a vraiment permis déjà aux joueurs de jouer, de proposer un nouveau format. Moi, je trouve que le format, il est super sympa. Pour moi, c'est évidemment un format en marge. Il n'est pas question de remplacer quoi que ce soit, tu vois, mais ça apporte beaucoup de fraîcheur. En effet, sur les réseaux, ça fait un carton. Donc, bah, ça amène des jeunes générations à regarder du tennis. Pour moi, il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas un cirque non plus, parce que il faut quand même garder un peu de performance, donc de sérieux, sinon c'est pas non plus intéressant. Tu vas avoir une exhibe, quoi, tu vois. Donc je pense que c'est un peu à ça qu'il faut faire attention. Mais ils ont un super plateau. C'est un beau projet. C'est mené avec sérieux et professionnalisme, et je pense que ça a sa place, tu vois. Mm. Après, sous quelle forme, l'avenir nous le dira, tu vois. T'as vu l'interview de Patrick avec Benoît Paire et mon Ouais. fils au resto? Moi, Ouais, alors, moi, je trouve que c'est incroyablement bien vu ouais. et, et très intelligent, très smart et tout. Comment? Et là, je me dis, t'es trop fort, le Pat. Et Non, toi? Et toi, ça te fait quoi? Comment tu perçois le truc? mais non, mais c'est comme ça qu'il est, en fait, enfin, tu vois. Ouais. Moi, j'ai pas vu en entier, hein, mais c'est pas, je pense pas que, enfin, Non, mais le format, tout est trop bien, je trouve. il y a pas de volonté de manipuler les gens, tu vois. Ouais, C'est ouais. comme ça, quoi. C'est voilà. Et le deal signé avec Célio, tu le trouves comment? Alors ça, c'est encore autre chose. Je vais pas trop me prononcer là-dessus. Ça a été très compliqué cette période-là. D'accord, Sur ce deal-là, j'ai pas forcément toujours bien apprécié la façon dont ça s'est passé et je veux jeter la pierre à personne, donc je vais la ça boucler. marche. Mais en gros, c'est surtout la création de la marque Mouratoglou que le deal avec Celio, tu vois. Ok, ouais, ouais. Moi, j'aimerais avoir ton retour sur les contrats qu'on puisse signer, par exemple, Osaka avec LVMH, où là, j'ai vu passer Pauline de Roulette aussi chez eux et Mm. Dior. Euh, C'est via leur partenariat JO. En d'accord, fait, comme ils sont partenaires au jeu, ils ont pris des athlètes, ils ont constitué un petit groupe d'athlètes. Donc, écoute, moi, ça, c'est vraiment un truc que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'anime dans ce métier, c'est pas faire des gros deals avec des joueurs de ouf. Alors, ouais. oui, bien sûr, c'est sympa, mais tu vois, philosophiquement, je trouve pas ça passionnant de faire ça. Bon. En tout cas, ce qui m'anime, c'est quand même de permettre à des athlètes de récolter, tu vois, un juste retour de leur investissement
en tant qu'athlète sur le terrain en retour, quoi, tu vois. Et donc, je trouve que de faire des deals pour des athlètes un peu moins connus, de leur permettre d'avoir de l'exposition, de leur permettre d'avoir des financements pour financer leur carrière, parce que c'est quand même vraiment pour ça, bon, pas Osaka, mais Pauline, ou tu vois, c'est quand même, ça va les aider considérablement. Ça, je trouve que c'est fabuleux, tu vois. Donc, LVMH, Dior, pourquoi pas, je suis un peu partagée en termes d'image, parce que, bah, tu sais très bien pourquoi, tu vois, enfin, à la limite, c'est une aiguille dans la mer, enfin, dans une mode de foin, une goutte d'eau dans la mer. Seb Mais tu Goffin. vois, voilà, c'est vraiment anecdotique. Mais en tout cas, ce que je trouve top, c'est que les entreprises aident les athlètes. Voilà, ça, c'est vraiment la base. Et même si c'est à 5 000 balles par an, tu vois, je trouve que c'est toujours top que les entreprises reconnaissent que les sportifs font du bien à la société. Parce que j'en suis convaincue, tu vois. Ouais. Les sportifs font du bien à la jeunesse, les sportifs font du bien à la société, et c'est grâce à eux que la société se porte peut-être un petit peu mieux chaque jour. Donc oui, qu'il y ait des marques qui s'engagent là-dedans, je trouve ça fabuleux. Et ça, c'est 90% de notre travail, en fait. C'est pas les gros deals. D'accord. J'ai 2 questions justement là-dessus. C'est est-ce que tu places aujourd'hui des sportifs ou même Patrick à l'époque pour faire des conférences en entreprise? Et deuxième question avant que je l'oublie, c'est tu dis que le sport, les sportifs font du bien à la société, mais à côté de ça, tu regardes l'impact du tennis sur la planète, il est considérable. Les joueurs, le staff prennent l'avion toutes les semaines. Et j'aimerais avoir ton sentiment là-dessus. Me redis la première question. La première question, c'est est-ce que tu places les athlètes en entreprise pour faire des conférences? C'est pas un métier qu'on fait. Alors, si on nous demande, on le fait, mais il y a des agences qui font ça très bien, donc c'est le métier. Ouais. On laisse cette partie-là. Patrick, tu le plaçais pas non plus? Bah, on avait des demandes, donc on répondait aux demandes. Et c'est combien pour avoir Patrick en conférence? Tu me le dis qu'à moi. Je peux pas te répondre. Très variable. C'est très variable. Et il en fait quoi, une vingtaine par an? Non, il en fait beaucoup moins que ça. Ok. Il en fait beaucoup moins que ça. Et il en fait si vraiment il trouve que ça a du sens ou si c'est vraiment super bien payé. D'accord. Tu vois. Ouais. Et l'impact écologique, alors tu as raison, mais on ne peut pas être partout en fait. Tu vois. Donc oui, clairement, on n'est pas du tout sur un bilan carbone qui va bien, ça c'est très clair, mais on ne peut pas être partout, tu vois. Donc ils apportent d'autres choses. Ouais. On ne peut pas. Voilà, encore une fois, moi je pense quand même que c'est aussi aux grandes instances de faire bouger les choses, tu vois. Au niveau personnel, en tant que joueur, je ne vois pas trop ce qu'ils peuvent faire. Ils vont pas trier leurs déchets quand ils sont à l'hôtel. Enfin, si, ils le font sûrement, mais enfin, tu vois, de manière personnelle, chacun fait sa part. Ouais. Et je pense que chacun fait sa part de manière personnelle, que tu sois Bernard Arnault ou moi, tu vois. Donc, les joueurs, ils sont impactés au niveau personnel. Au niveau de l'économie du tennis dans sa globalité, c'est vrai que c'est un sujet qui doit être adressé, mais je pense pas vraiment qu'il puisse être adressé de manière individuelle par les joueurs. Et je pense que les joueurs, eux, ils ont déjà dans leur assiette pas mal de trucs à faire et ils sont vecteurs de valeurs fabuleuses déjà à leur niveau de joueur de tennis. Et c'est déjà beau, quoi, tu vois. On peut pas tout leur demander non plus, tu vois. C'est pas facile d'être joueur de tennis aujourd'hui. Ils se font défoncer sur les réseaux, ils se font insulter quand ils perdent un match. Ils ont besoin d'une résilience de dingue. Enfin, voilà, on va pas en plus leur demander d'aller à Dodane en Australie, tu vois. Je veux dire, à un moment, il faut quand même être. J'aimerais avoir ton retour d'agent sur l'émergence des marques comme Lululemon, On, Uniqlo. Tu les perçois comment, toi? Bah, je les perçois comme faisant du bien à l'industrie. De toute façon, toutes les marques qui viennent s'intéresser au tennis font du bien à l'industrie, tu vois. Même si les chaussures On sont en carton et que les joueurs les renvoient, il faut bien passer par là, quoi. Il faut du temps aussi pour que les marques. Tu regardes Lacoste, ils ont mis combien d'années pour arriver à faire des chaussures et c'est Lacoste, tu vois. Pour un peu d'influence. Comment j'avais pas prévu du tout ces trucs qui viennent au fur et à mesure, ces questions-là, mais comment t'as perçu la campagne Tsonga avec Kinder à l'époque? Écoute, c'est marrant parce que je l'ai vu il y a pas très très longtemps et il me disait que en fait,
il y a des gamins qui lui en parlent encore alors qu'ils n'étaient pas nés quand la campagne est sortie. Incroyable. Donc, en fait, l'impact a été colossal. Donc, à partir du moment où l'impact est colossal, ça fait du bien au tennis. Tu vois. Ok, point. Ouais. Après, tu peux tout dire et son contraire. Moi, je pense qu'il faut pas juger de manière catégorique et drastique. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais au final, ça a fait plutôt du bien à l'économie. Ça l'a positionné là où il n'aurait pas été positionné. C'est un athlète fantastique. Est-ce que tu aurais changé le script si tu avais géré un peu ou pas? Je sais pas. Ok. Je sais pas. C'est difficile de répondre à cette question. J'aurais sûrement mis mon grain de sel, mais je pense que tout le monde en aurait eu rien à foutre. Je crois que quand on a fait notre épisode de podcast, il m'avait dit j'étais jeune et j'ai vu le montant et je me suis dit voilà, je vais mettre aussi ma famille à l'abri, c'est un énorme truc. Je crois qu'on était Mais pas bien loin sûr. pas loin de 10 millions d'euros, un truc comme ça. Peut-être, je sais pas. Ouais. En tout cas, c'est pas ça qui va empêcher la Terre de tourner, si tu veux. Donc, non, là, c'est c'est sûr. pas grave. Tu vois. Ni les avions de volée d'ailleurs. Il a dû devoir le gérer après. Ça n'a pas dû être simple, mais tu vois, bon. C'est pas Ouais. très grave non plus, quoi. Bon, est-ce que tu peux nous raconter ce phénomène Jules Marie, cet ovni? Ouais. Mais alors, il faut que j'aille couper ma vidéo. Je suis désolée, parce que j'ai plus de batterie. Tu m'en veux? Oh non, Karine, au meilleur moment. Attends. Et tu n'as pas un chargeur à proximité? Si, mais c'est compliqué. Attends. J'arrive. No issue. Take your time. Attends. Jules Marie, qu'est-ce que tu veux savoir sur Jules Marie? Attends. Alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu as quand même vu passer les plus grandes stars du tennis du monde et de Navarre, et que tu as pris ton téléphone et fait un nombre incalculable de déplacements au Benelux et ailleurs, et que là, tu as un gars qui n'est pas dans le top 200 mondial, où les entreprises, visiblement, les marques se ruent, et tu n'as même pas besoin de prendre le TGV pour aller voir qui que ce soit. Enfin, ça paraît lunaire, quoi. Et à la fois... Non, ah merde, attends, j'arrive. Oui et non, parce que... Attends, j'arrive. Non, t'inquiète. Et à la fois, juste, ça renvoie aussi sur une question que je voulais te poser, c'est l'évolution du métier avec les réseaux sociaux, la visibilité qui a évolué. Voilà, non mais exactement, c'est exactement ça. Tout ça en même temps. Alors, je suis là, I'm back. Wow, I'm so lucky. Non, mais en fait, c'est exactement ça. C'est l'évolution du marché, des réseaux, enfin de la communication, de tout ça. Donc, en fait, déjà, c'est quand même un joueur de tennis. On peut dire ce qu'on veut. Je suis pas 250 au monde et toi non plus. Donc, moi, déjà, je respecte ça. Tu vois, le mec, il va à l'entraînement tous les jours. Voilà. Alors, c'était pas un point négatif que je soulevais. Hein. Non. De dire, il est pas à 200, c'était juste un repère par rapport au Google et compagnie. Je te dis juste les gars, impressionnés. Ouais. Sans jugement, mais voilà. Ensuite, il a exploité un filon qui est intelligent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, tout le monde connaît Jules Marie dans les clubs de tennis. Donc, il a fait son travail pour développer la notoriété du tennis et le faire sur un format qui plaît aux jeunes. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, même quand tu n'es pas joueur de tennis, tu vois quand même passer Jules Marie, tu vois. Donc, c'est bon pour le tennis, c'est bon pour l'économie du tennis, il fait du bien au tennis, tu vois. Alors, après, oui, il est un peu la cible d'une espèce de, je sais pas, de lutte, parce qu'il a fait 2-3 déclarations qui ont été tout à fait mal interprétées, parce que, en fait, ce qui a posé problème, c'est qu'il a dit « ça me coûte 15 000 euros par mois », tu vois. Et donc là, tout le monde s'est insurgé. Alors déjà, j'ai envie de te demander ce qu'ils ont vraiment à foutre pour s'insurger sur ce genre de phrase. Mais c'est surtout qu'il explique pourquoi ça lui coûte 15 000, en fait, tu vois. Et c'est parce qu'il investit ces 15 000 qu'on vient de voir jouer aussi en tournoi. Aujourd'hui, tu vas sur un tournoi futur, il n'y a pas de public. Tu vas sur un tournoi futur avec Jules Marie, il y a du public. C'est blindé, c'est incroyable. Donc, il a réussi son pari. Donc oui, il a investi beaucoup d'argent et il continue à le faire pour réussir ça et pour le faire de manière professionnelle, parce que c'est vachement pro ce qu'ils font en termes d'image, de son, de rythme, de montage, de tout ça. C'est un travail de fou, tu vois. Ouais. Donc,
Voilà, forcément, c'est vu, ça marche, ça plaît. Lui, il est beau gosse, il s'exprime bien, il est marrant, il est sympa. Ouais. Bah, les marques, elles ont envie d'être associées à lui. C'est aussi simple que ça. Waouh. Parce que quand tu regardes les réseaux aujourd'hui, tu as quand même plein de joueurs français qui sont pas du tout suivis, pas du tout connus, qui sont pourtant d'excellents athlètes, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, si tu es même 200, 300, 400 au monde, tu restes un très très bon athlète, tu vois. Tu as un excellent joueur de tennis. Sauf que tout le monde s'en fout, tu vois. Donc, on a aussi, tout le monde n'est pas capable de faire ce que fait Jules, mais on a aussi besoin de mecs comme lui qui te disent bah moi, je vais investir de l'argent et du temps et de l'énergie pour faire prendre la mayonnaise. Et ça bénéficie aussi aux autres joueurs. Est-ce que c'est des... tu disais tout à l'heure, le boss de Zénith était passionné de tennis, du coup ça a évidemment bien fité, matché avec tout le monde. Est-ce que c'est des passionnés de tennis qui ont des entreprises qui marchent bien, qui te contactent, ou pas que? C'est quel profil? En fait, ça réunit je dirais, pour résumer, les fans de tennis et les fans de réseaux sociaux. C'est-à-dire comme il est très suivi et qu'il a un fort taux d'engagement, bon, je connais les mots, eh bien, ça fait que, tu vois, les marques, elles ont envie d'être visibles sur sa chaîne, et ça peut être des marques qui n'ont rien à voir avec le tennis ou dont les patrons n'ont pas de lien particulier avec le tennis, tu vois. Donc, ça réunit les deux, et puis parfois, tu as des marques qui réunissent les deux, quoi. Des fans de tennis qui sont en plus dans... Tu vois, tu retrouves un peu ça dans le paddle. Dans le paddle, tu as des marques un peu jeunes avec des fans de sport, mais qui sont aussi dans une recherche de visibilité sur les réseaux, mais avec un peu de création de contenu intelligente, pas juste des je pose devant l'hôtel, tu vois ce que je veux dire, des trucs un peu plus quand même costauds, parce que Jules, on lui demande de faire des trucs costauds quand même. Et du coup, Jules, ça paraît dans les vidéos YouTube, mais par exemple, tu vois, dans le cas de Kyriat, je crois, le partenariat. Ouais. Là, c'est facile, on voit l'hôtel, on voit la chambre, tout ça. C'est facile, je t'assure. Je crois que c'est facile. Mais oui, mais c'est bon boulot parce que vous le rendez de l'extérieur facile. Des marques, j'en sais rien, des compagnies d'assurance ou des trucs un peu plus cachés, des services plus. Comment vous faites pour les promouvoir? Bah écoute, ça dépend. En fait, tu sais, c'est notre métier. C'est-à-dire que tu vends des volets, quoi. Donc, tu as un volet visibilité, tu as un volet activation, tu as un volet présence, tu vois, pour aller faire jouer. Ou, tu vois, donc, en fait, nous, on essaye de voir ce dont la boîte a besoin pour pouvoir coller au plus près de leurs besoins, quoi. Donc, on arrive à mélanger. Tu vois, Kyriat, il fallait un peu tout, quoi. Il fallait un peu de tout, donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais tu as des marques qui veulent être juste sur la manche et c'est tout, tu vois. Tu as des marques qui veulent utiliser l'image dans leur entreprise, et puis tu as des marques qui veulent être visibles sur les réseaux de l'athlète. C'est pas le même droit non plus, tu vois. C'est Patrick qui vous a connecté l'un à l'autre? Non, en fait, c'est Jérôme Inzerio qui bosse avec nous à la mouvance pour le paddle. Qui venait de recruter Julien Serin, qui a aussi une chaîne YouTube sur le paddle, qui est un super mec et qui cartonne aussi. Et à l'époque, il était plus ou moins financé par le frère de Jules, Arthur. Et donc, en fait, en parlant avec Arthur, il y a eu Jules dans la boucle, et puis on s'est mis à travailler avec Jules. Et voilà. Et tu te régales, ou c'est un autre métier, c'est une évolution? Comment tu te places, toi, là-dessus? Bah écoute, je te cache pas que... J'en ai ras-le-bol. Non, mais j'en ai pas du tout ras-le-bol, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain, quoi. Donc, si tu veux, je vais dire un truc, ça va faire hurler. Bon, peut-être pas quand même, parce que c'est pas non plus super important, mais je regarde pas du tout YouTube, les vidéos de Jules, les machins, j'en ai jamais vu. Incroyable. C'est beau ce qui se passe. Mais j'adore parler à Jules, en fait, tu vois, donc... ou à Julien, ou à machin. Donc, non, c'est... En fait, dans l'agence, Marwan, qui bosse avec moi, est très au fait de ces trucs-là. Il est plus jeune aussi. Et donc, il a, tu vois, une approche qui est bien plus adaptée que moi sur ces trucs de YouTube, de calcul, de taux d'engagement, de machin, de trucs, tout ça, tu vois. Moi, ça... Mais bon, je respecte, hein, mais je préfère faire autre chose. Est-ce qu'il y a une limite en termes de nombre de partenaires, ou finalement, il n'y a pas de limite? Bah, l'idée, tu vois, c'est un peu
ce qu'on avait voulu faire avec Patrick, c'est qu'au début, tu fais un peu de la masse et puis après, tu fais un peu moins de masse pour faire un peu plus de prestige, on va dire. Donc, avec Jules, on est un peu en train d'arriver à ce moment-là. D'accord. Après, il faut que ça reste sensé et cohérent, si tu veux. On va pas faire un truc pour une marque qui a vraiment rien à voir avec ce que fait Jules, ni de près ni de loin. On essaye quand même de garder... Enfin, moi, il me semble que c'est important de garder une cohérence dans le message, sinon tout le monde passe pour des tocards, en fait. Tu vois. Est-ce que tu hallucines quand tu vois ce phénomène ou tu te dis, bon, dans le monde où... J'ai quand même des enfants, tu vois, donc des enfants qui sont grands, donc j'ai quand même suivi tout ça. J'hallucine pas, mais je pense quand même que ça va passer. Ah ouais? Pour revenir à un truc un peu plus... Un jour, les gens vont relire des livres. J'y crois. Ok. Et pas que des Kindle. J'espère. Non, mais je pense que ça a un peu ses limites. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on s'en fout, en fait, de savoir ce qu'ils ont bouffé. On s'en fout. L'évolution du paddle, du coup, elle est comment sur le marché Comme ça, et puis quand on est arrivé, elle a fait comme ça. Non, Génial. Pratique. Non, mais j'exagère un peu, mais en fait, le paddle, il y a énormément de pratiquants parce que c'est facile de jouer. C'est beaucoup plus facile que d'apprendre à jouer au tennis, donc ça marche très très bien. Après, en termes de starisation des joueurs, c'est compliqué quand même, tu vois. Compliqué d'abord parce que c'est très très peu diffusé et aussi parce que quand tu regardes, ça t'amuse pas forcément, tu vois. Donc, il y a eu un engouement très 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 fort et puis là, ça redescend un peu, je trouve. Je parle de business pour les joueurs, hein. D'accord. Il y a eu des folies. Bon, bah là, il y a un petit peu moins de folie. Mais, encore une fois, c'est des athlètes qui se professionnalisent, qui vont s'entraîner tous les jours, qui sont sérieux, qui engagent une économie. Donc, il faut faire le max pour eux, quoi. Tu vois. Yes. L'Arabie Saoudite qui arrive sur le marché tant paddle que tennis, toi, tu le sens comment? Bah, j'ai du mal à me prononcer. Je suis à la fois très partagée, enfin, je dirais plutôt un peu comme ça. Et puis, en même temps, si ça peut aider les joueurs, et surtout les joueurs qui en ont besoin, bah, c'est bien. Ouais. Tu gardes ta casquette humaine au profit des joueurs. Il y avait une question que j'avais au tout début quand tu m'as dit pour être athlète à la place des joueurs de tennis, c'est énormément d'abnégation. À quelle place tu mets l'évolution entre l'abnégation, le talent, mais aussi la fame et l'argent qui peuvent, tu vois, prendre Alors moi, je suis un peu... Tu veux, pour moi, c'est un risque énorme de faire gagner beaucoup d'argent à des joueurs jeunes. Tu vois. Tu disais au départ, ouais. Si tu regardes l'histoire, il y a eu énormément de pétage de plomb à cause de l'argent. On sait que beaucoup d'argent dans la balance, ça fait péter les plombs des athlètes. Donc, pour moi, bon, évidemment qu'il faut se marrer, qu'il faut continuer à avoir une vie, tu vois, continuer à être un jeune épanoui, tu vois. Mais pour moi, la priorité, c'est le voilà, travail, rigueur, talent, pas forcément. Tu vois, c'est un truc. Talent, c'est ce qui va faire de Roger qu'il est Roger. Mais tu vois, s'il n'avait pas de talent, il serait quand même super fort au tennis, tu vois. Il serait peut-être pas avec le parcours qu'il a eu, mais quand même. Donc, ouais, travail, rigueur, abnégation, envie, amour du sport. Et puis après, le reste vient. Okay. Si t'as fait tout. Mais tu vois, je trouve un peu dommage qu'on leur donne, sauf si ça finance une année sportive. Mais là, on parle de petites sommes. Tu vois, une année sportive pour un jeune, avec 50 000 balles, t'arrives quand même à faire des trucs, tu vois. T'as pas besoin de gagner des millions. Donc, ça sert à quoi de leur donner des millions? Déjà, faisons en sorte que ce soit des bons athlètes, bien équilibrés, bien dans leur tête, épanouis en tant que personne, et puis toutes les cases sont cochées, alors que, oui, qui gagnent beaucoup d'argent, je trouve ça bien, parce qu'encore une fois, ils ont un rôle de guide
pour les nouvelles générations. Roger, t'as vécu des trucs avec lui ou pas? Non, j'ai vécu des trucs avec Safine et je vais t'encourager à en discuter avec Charlotte Gabas et Stéphanie Natal, avec qui je suis très amie, comme tu sais, et avec qui nous avons un petit groupe de discussion qui s'appelle Gossip, avec lequel nous discutons des circonvolutions du circuit. Vas-y, balance sur Marat. Non. Merci. Rien du tout. On a quand même... Si un jour tu... On a quand même tourné l'épisode avec Charlotte au premier confinement, donc il y a 3 ans et quelques. Et suite à ça, je t'ai contacté. Waouh. Ouais. J'ai aussi fait preuve d'abnégation et de résilience pour t'avoir aujourd'hui au micro. C'est quand même cool. C'est gentil d'avoir assisté, en tout cas. Bah ouais, non, mais je suis trop content qu'on le tourne cet épisode et franchement, je me régale. Manarino, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, l'exemple Manarino, là où un Jules Marie va générer X centaines de... Alors oui, bon, moi j'ai bossé avec Adrien quand il était jeune. Ouais. Moi, enfin, encore une fois, c'est la liberté de chacun et je suis très admirative de ce qu'il fait, évidemment sur le terrain, parce que, encore une fois, pour moi, c'est le plus important de tout, tu vois. Mais voilà, il fait des choix, il les assume. Il n'est pas là pour ça, il n'a pas envie de prendre cette casquette, il n'y a pas de problème, en fait, tu vois. Mais il n'en demeure pas moins que sportivement, il est monstrueux, quoi, tu vois. C'est clair. Incroyable. Et je pense qu'il fait vachement bien au tennis aussi. Après, cette économie-là, il n'en veut pas. Écoute, pas de problème. Basta così. Ouais. Juste une précision sur le taux d'engagement quand tu vends un Jules Marie. Oui. C'est quoi les chiffres que tu donnes en fait qu'on se repère? Je ne sais pas du tout, mais Darwan qui gère. on a tout écrit quelque part où ça bouge tout le temps. Je sais qu'il est très bon son taux d'engagement. Ouais. Mais ouais, en fait, les marques nous demandent quand même, et c'est pour ça que je te disais, tu vois, par rapport à un patch sur la manche, d'avoir toutes les statistiques des comptes, des machins, c'est hyper utile pour les sociétés. Donc nous, dès qu'on parle à une boîte, elle nous demande toutes les statistiques des comptes et on a tout de manière très très précise. Donc ils savent vraiment sur quoi ils s'engagent, alors que sur un patch, ils savent moins, quoi. Ouais, alors juste pour les auditeurs, c'est un mix entre le nombre de likes, le nombre de partages, de commentaires, voilà. Et sur YouTube, ça va être le watch time aussi. C'est la durée pendant laquelle on regarde la vidéo avant de quitter la vidéo. Ça a dû faire beaucoup monter son taux d'engagement sur YouTube. Moi? Ah, toi, toi, en fait, ce qui est bien, c'est que tu n'as jamais regardé. Parce que le pire, c'est de regarder et de se barrer, tu vois. Ah ouais. Donc surtout, ne change rien, Karine. Non, mais j'en ai parlé avec lui et puis de toute façon, moi, je le trouve super top. Donc, je suis sûre que ses vidéos sont très bien. Par contre, je regarde son Instagram. Ah, mais ça le frustre pas, lui, que la boss de sa boîte d'agence. Mais grave. Ah ouais, c'est ouf. Moi, c'est comme si j'étais. C'est pas que j'ai pas envie. Enfin, c'est que j'ai pas tellement le temps, en fait, tu vois. Et puis, c'est quand même des formats un petit peu longs. Moi, j'ai pas besoin d'apprendre à décortiquer des matchs de tennis. Je joue pas au tennis. Je m'en fous, tu vois. Et sur mon temps libre, je fais autre chose. Tu fais quoi, Carré, sur ton temps libre? Parlons. Plus de mes enfants. Tu vas les chercher à la piscine, t'as pas que ça à foutre. Voilà, tu rigoles, mais tu sais, quand t'as des enfants qui nagent matin et soir... Waouh, ils sont en sport-études? Ouais, ils se lancent pas là-dessus. Ma fille, elle est à l'EM Lyon maintenant. Elle est en études secondaires, enfin supérieures. Mais elle est toujours nageuse et elle nageait matin et soir. Waouh. Et alors, qu'est-ce qu'ils kiffent dans la piscine? C'est quand même un truc à part entière. Ouais, ils sont ils sont compétiteurs, mais ils aiment la compète, tu vois. Ouais, ok. Est-ce que tu peux nous dire, après 20 ans de circuit de milieu pro, comment tu te sens, Karine? Où t'en es? Putain, c'est difficile comme question. Écoute, je suis bien. T'es épanouie, t'es heureuse? Oui, non, mais je suis épanouie, surtout d'avoir réussi à conserver un bel équilibre familial. C'est quand même vachement important pour moi, donc ça, c'est cool. Je suis toujours autant motivée pour aider et accompagner des athlètes. Ça, vraiment, je me sens hyper à ma place. Malgré, tu vois, les coups durs qu'on a pu avoir, les couleuvres qu'il a fallu qu'on avale. Malgré tout ça, je suis toujours hyper intéressée par les sportifs et par leur parcours et par leur abnégation. Et voilà. Et donc, je trouve que j'ai vachement de chance de faire ce que je fais
comme j'ai envie de le faire maintenant que j'ai mon agence, tu vois, avec une grande liberté et quand même avec des gens autour de moi dans mon agence que j'adore, mais aussi dans un milieu qui est quand même un milieu où on est quand même chanceux, tu vois. Même si tu peux pas t'entendre avec tout le monde, c'est quand même un univers vraiment sympa, quoi. Même si c'est dur, hein, et c'est concurrentiel, et c'est compétitif, et c'est tout ce que tu veux, mais on a beaucoup de chance. Il faut combien d'athlètes pour avoir une agence et vivre avec des employés comme tu le fais? Tu peux vivre avec un athlète si t'as Roger, t'as pas besoin d'avoir 15. Ouais. Mais non, mais ça dépend, tu sais, il y a un peu de tout. Nous, on a choisi d'ouvrir à plusieurs sports. Et aussi au sport olympique, parce que les athlètes olympiques, ils n'ont pas un flèche et que tu sais pas comment ils font pour financer leur saison avant les Jeux. Donc moi, ça me tenait à cœur de faire ça. Et voilà, donc il faut que, si tu veux, ceux qui nous rapportent beaucoup d'argent dans l'agence, ben, ça nous permette de consacrer du temps à ceux qui nous en rapportent très peu, tu vois. Tu peux avoir un athlète comme 10, nous on en a plutôt 25-30, tu vois. Ah ouais, quand même. Et le On est badminton, vous êtes 4. Et le badminton génère, parce qu'on arrive, enfin, de l'extérieur, c'est dur de se dire, waouh, c'est vecteur de business, quoi, tu vois. C'est incroyable le badminton parce que Ah ouais. effectivement tout le monde s'en tape en Europe, mais en Asie c'est monstrueux. Donc il y a quand même des sponsors, notamment les marques asiatiques là, qui mettent beaucoup d'argent sur les joueurs français parce qu'on a des très bons Français, notamment nous. On a la petite pépite Alex Lanier là, qui est déjà dans les 40 meilleurs mondiaux à 18 ans et qui est très très fort. Et tu vois, les marques se sont vraiment battues pour l'avoir, vraiment. Wow. Mais c'est vrai qu'en France, c'est le sport des collèges, je crois, hein, le badminton. Je sais plus. Comment est-ce que tu progresses aujourd'hui comme businesswoman? Bah écoute, je sais pas si je progresse, mais en tout cas, qu'est-ce que je me prends la tête, si tu veux pas savoir. Ah merde, à propos de quoi? Ben non, mais je me dis, est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce que j'ai bien fait de dire ça, de faire ça? Est-ce qu'il faut plutôt que je fasse ça? Même après 20 piges, t'as pas une sorte de lâcher prise là-dessus? Non, alors lâcher prise, c'est le contraire de ma personnalité. Si tu veux, je suis la meuf qui lâche le moins prise de l'histoire de l'humanité, tu vois. À ce point-là? T'as l'air cool Ouais. pourtant. Et j'ai juste décrété que mon arbitrage se ferait toujours par rapport à mes valeurs. Tu vois, donc là, on s'est séparés de Daniel Jade, par exemple, parce que C'est pour qui? moi, c'est un jeune Français qui joue très très bien, qui est franco-libanais, enfin, qui vient d'être naturalisé français, qui a 14 ans. Ok. Et si tu veux, après un an de gestion avec les parents qui nous ont mis dans des situations totalement hallucinantes, je me suis dit non, ça, j'en veux pas en fait, je veux pas de ça, quoi. C'est pas possible de se comporter comme ça. Donc, bah, tu vois, j'ai cassé le contrat, donc évidemment, bah, tout le monde s'est jeté sur lui, et probablement qu'il va jouer très très bien, et je l'aurais pas, tu vois. Mais tant pis, parce qu'il y a un moment où si je fais pas cet arbitrage-là de valeur, bah, je me perds, quoi. Donc, voilà, c'est le seul truc que, tu vois, sur lequel j'ai vraiment progressé ces dernières années, c'est que j'ai décrété que cet arbitrage-là, je le ferai quoi qu'il arrive par rapport à mes valeurs. Et pour moi, c'est pas possible qu'à 14 ans, on fasse des choix de marque, de machin. C'est pas possible. Et Arthur Fils, on peut en parler ou pas? Oui, bien sûr, j'adore Arthur. Parce tu l'avais, du coup, c'est toi, tu l'as découvert, comme tu disais tout à l'heure, à 14 Ouais. ans. Et il a ensuite signé chez Tenium, Ouais. la boîte Écoute, de son coach actuel d'ailleurs. Pardon? La boîte de son coach actuel par Ouais. ailleurs. Comment ça s'est passé? Comment t'as vécu le truc? Bah, alors, pas bien sur la façon de faire, mais je m'en suis expliqué avec les bonnes personnes au bon moment. Après, bon, quand tu perds un joueur, t'es quand même jamais très content, donc je suis pas sûre qu'il y ait de bonnes façons de faire, mais pour moi, quand c'est des gens que je connais depuis très longtemps, j'estime qu'on se parle, en fait. Tu vois, voilà. Donc, voilà. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Alors, il y a sûrement des trucs, mais je pense que même si j'avais fait mieux ces trucs-là, je l'aurais quand même perdu. Donc, voilà. Après, on n'a pas eu trop de chance avec Arthur parce qu'il a été dans des... on a été à contre-timing tout le temps par rapport au sponsor, par rapport au Covid, par rapport au truc. On a été en contre-timing tout le temps, donc ça m'a pas aidé. Je pense, enfin, en tout cas, c'était très facile de m'attaquer là-dessus. Après, bon, bah voilà, c'est la vie, hein, des joueurs, t'en perds, t'en gagnes, c'est la vie. J'adore Arthur, je pense que c'est un
une pépite pour le tennis français. Je suis très contente que ce soit Seb qui l'entraîne parce que même si ses entraîneurs précédents ont fait du très très bon boulot, je pense qu'il a quand même une expérience fabuleuse et qui va l'aider. Je pense qu'il faut qu'il fasse attention à pas s'enflammer trop vite, tu vois. Mais je pense qu'il a un potentiel énorme et moi j'ai toujours énormément cru en lui, donc je continue à croire en lui et on est, enfin j'ai pas du tout d'animosité particulière. Après, évidemment, te dire que j'aurais préféré qu'il reste, oui, je te le dis. Est-ce que tu aurais un conseil pour les parents et Ou en général? En général, parents de jeunes pépites et jeunes pépites au passage pour pas s'enflammer comme tu dis. Ouais, bah, je pense que c'est très très difficile quand t'es parent déjà de devoir te séparer de ton enfant assez tôt parce que c'est quand même souvent ce qu'ils doivent faire. En fait, pour moi, le conseil, c'est voilà, de ne pas faire des choix d'argent et de laisser faire ceux qui savent. Et donc, c'est a priori, une fois que tu as choisi un entraîneur, de lui faire confiance, quoi, tu vois. Et de rester à ta place de parent aimant, quoi. T'es là pour être un père ou une mère. T'es pas là pour être le coach adjoint, l'agent adjoint. Non, tu vois. Donc voilà. Qu'est-ce que la Karine d'aujourd'hui dirait à la Karine du départ pour mieux négocier? Alors écoute, il y a plein de façons de négocier différentes. Je pense qu'évidemment, en 20 ans, j'ai gagné quand même en confiance, tu vois. Mais t'es quand même toujours un peu, c'est jamais si évident que ça. Qu'est-ce qu'elle dirait de pas rogner sur ses valeurs, tu vois. Toujours pas rogner sur ses valeurs. Okay. Voilà. Ça veut dire que quoi? Tu sais, finalement, c'est plus un métier d'humain que de négo, hein. D'accord. Moi, j'aurais pu être psy, j'ai failli être psy. Et c'est un peu le même métier, en fait, si tu veux. T'es plus dans l'humain que dans du business, en vérité. D'accord. Bon, faut aimer le challenge et... Faut aimer se faire rentrer dans le chou, quand même, parce que qu'est-ce qu'on se prend dans la tronche. Ah ouais. Ouais. Putain. Par les joueurs, l'entourage, tout ça. Ouais. J'ai quelques questions de fin. On a presque fini. Et ouais, c'est hyper long, ça va emmerder tout le monde, là, tu vois. Ouais, bah c'est sûr. Pas tout. Alors, juste Karine, on a à l'audio plus de 80% des gens qui écoutent 100%. Bah écoute, si moi, je suis la seule que tout le monde a emmerdé, tu me le diras. Alors, les gens qui sont encore là, dites-nous en commentaire lampe bleu marine qui est à côté de Karine. Comme ça, on saura à peu près combien de personnes Ah, je veux sont pas le là. savoir. Ça, je dirais pas quoi. Je t'enverrai les stats. Dis-moi. Est-ce qu'il y a un livre que tu apprécies particulièrement, que tu pourrais offrir à des gens que tu aimes bien et qui a marqué ta vie? Bah, c'est L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Pourquoi donc? Bah parce que c'est toute la complexité de l'humain, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'on a à vivre, la légèreté de ce qui te glace et t'handicape et t'empêche de t'épanouir. C'est souvent la légèreté de l'autre. C'est pas sa lourdeur, en fait. Voilà, je t'incite à méditer là-dessus. Merci. Un film que tu pourrais regarder encore 300 fois. Je suis pas très cinéphile, hein. Okay. C'est nul parce que mon mari est vachement dans le cinoche, mais alors moi, je suis vraiment nulle. Un film... Non, je saurais pas te dire. Les bronzés font du ski ou les visiteurs? Non. Même pas? Non, mais Titanic alors? Je saurais pas te dire. Non, je vais dire une connerie, donc je vais te poser une question que j'ai encore jamais posée sur ce podcast, juste pour faire plaisir à Charlotte Gabas. Le secret, selon toi, tu m'as dit, je suis contente d'avoir trouvé un équilibre familial. Ouais. A priori, tu es en couple depuis plus de 20 ans. Le secret, du coup, pour toi, pour une relation de couple depuis plus de 20 ans? C'est d'avoir une grande maison pour pouvoir s'isoler. C'est facile à mettre en application, ça, super. Non, mais c'est ça, en fait. Non, mais le secret, non, mais
il y a pas de secret. Je sais pas les secrets, tu vois. C'est pas du tout un long fleuve tranquille. Tout le monde le sait. On a tous des moments difficiles, évidemment, mais c'est de rester, tu vois. C'est de pas partir. Et voilà. Une Toi, citation. t'as perdu, de toute façon. Quand tu restes, tu peux encore gagner. C'est vrai. Une citation que t'aimes bien? Alors ça, il y en a plein. Bah, écoute, je pense que c'est celle de Wimbledon, là. Ouais. Tu sais, celle-là, bon, elle parle pas qu'à moi, elle parle à tout le monde, mais... Tu l'as ou pas? Tu veux la citer ou pas? Parce que je me Donc, souviens tu pas. l'as, il faut que je la cherche, parce que je voudrais pas les borgner. Tu l'as? Attends, je la cherche. En attendant, est-ce que... Ouais, vas-y, pardon. Vas-y, vas-y. Non, je voulais te dire, en attendant que tu la trouves, le concert le plus ouf auquel t'es Alors, je suis nulle pour ces trucs-là aussi. jamais allé en concert? J'y vais, mais je suis allée voir des gens un peu tarés que mon mari écoute. Michelle NDG-Ocello, tu vois, personne connaît. C'est une Wow. bassiste black américaine. Ok. Voilà, à Paris. Pas vu de la semaine, Michel. Mais bon, elle est fantastique, elle, quand même. D'accord. J'ai- L'expérience la plus incroyable de ta vie en dehors de la naissance de tes enfants, et, enfin, tu vois, un truc qui te touche toi, vraiment toi. Bah, la naissance de mes enfants, quand même. Merci Karine. Ouais, on est d'accord. Bah écoute, je vais dire un truc très gnangnan et neuneux, mais tu vois, ma fille, elle vient me quitter la maison pour aller faire ses études à Lyon, et j'ai eu un immense sentiment de satisfaction du travail accompli de maman. Waouh. Ah, c'est chouette. Et tu vois, je trouve qu'on n'en parle pas du tout de ça, mais c'était une émotion très forte de se dire, bah voilà, je l'ai emmenée là, et bah, j'ai peut-être été une bonne maman, puisque elle s'en sort bien, tu vois, voilà. Et puis elle fait pas de faute d'orthographe, accessoirement. Elle n'a pas intérêt. Ça, c'est propre. Tu l'as la citation ou pas? Non, mais je ne sais pas chercher, en fait. Ah oui, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. Attends, j'attends la suite, je tease. You will be... you will be... Ouais, my son. Oh là là. J'arrive. Ah voilà. Ah non. Bon, je sais pas. Écoute, il faut la chercher, mais t'as compris l'idée. J'ai compris l'idée, magnifique. Comment tu progresses en tant que... Je progresse pas. Si Karine, tu es en progrès constant, je te le dis, parce qu'il y a 3 ans, tu m'as mis une recale et là, tu as accepté. C'est un progrès. Comment je progresse en tant que quoi? Cuisinière, par exemple, à la maison, sache que pas du tout. Ah, d'accord. Non, en tant que personne. Ah bah ça, c'est facile. Parce que... Enfin, c'est facile, pas de progresser, mais moi, je suis très, très lectrice, donc je lis énormément de philo, je lis énormément de... D'accord. Et tu débats avec ton mari? Ouais. Ah, c'est cool, ça. Je débat avec mes amis, avec mon mari, je débat. Je réfléchis. En fait, j'ai un gros chien, Ouais, un quoi? un berger australien de toute beauté, qui a mordu la voisine, mais c'est tout à fait accessoire. Et en fait, je marche beaucoup. Oui, parce que toi, t'as Nadine. Je suis totalement fan. Ah ouais? Ah, t'as regardé une vidéo YouTube? Mais oui, mais alors j'adore Nadine dans la tempête avec les oreilles qui s'envolent. Bah, c'est elle Oui, que je viens d'ouvrir et de fermer la porte, là, juste avant. J'adore. Bon, voilà. Donc, j'ai un gros chien qui fait que je vais en forêt tous les jours marcher avec lui. Et donc, tu vois, je gamberge quand même pas mal dans ces moments-là. D'accord. Génial, j'adore. Ouais. Mais là, tu vois, j'ai lu, par exemple, tout Jung. Ouais, de qui? Pas tout, hein, mais Jung, Ah oui, ok. psychiatre. Ouais. Bah, tu vois, je trouve que ça fait quand même... ça te fait progresser, tu vois. Tu comprends mieux tes réactions, tes trucs, tes machins. C'est chouette. Waouh. Ah oui, tu vois, comme quoi on prend le temps pour les choses qu'on aime vraiment, les vidéos de Jules. Non, mais alors, l'intégralité de Jung. Je vais me brouiller avec mon client. C'est ça, en fait. Merci. Je vais devoir me justifier ensuite. Est-ce que, pour terminer, tu as alors, 2 choses. Qui aimerais-tu entendre au micro de Tennis Legend Podcast que tu écoutes assidûment toutes les semaines? Le podcast, J'ai jamais écouté. Si, j'ai écouté Julien Cassaigne et Régis Brunet.
Et même pas Charlotte? Faut que je te Ah, l'envoie. si, j'ai écouté Charlotte, mon petit. Ah. Bah, tu vas interviewer Stéphanie Nathan. Ah, ok, intéressant. Très bien. Une question pour Stéphanie, du coup, je pourrais lui glisser? Euh... Et elle fait quoi d'ailleurs, Stéphanie? Je sais même pas. J'ai plein de questions. Écoute, elle a été aux relations joueurs à la TP pendant très très longtemps, et puis maintenant elle est aux médias. D'accord, très bien. Tu peux lui demander ce qu'elle pense du père. Mais c'est incroyable, je lui ai écrit avant-hier. Ouais. Voilà. Ok, Tu peux lui ok. demander ce qu'elle pense du père de Stéphanos. Ah ouais, qui arrête pas de la traquer. Oh, le Apostolos, mais alors lui, c'est vraiment une baraque à frites, ce mec. Et ouais, c'est ça. Ouais. Dernière question, du coup. C'est quoi pour toi avoir un bon coup droit? Non, pas du tout. Tu peux me demander ça. Parce que alors là, je suis bien incapable de te répondre. Non, est-ce que tu aurais une question, après toutes celles que je viens de te poser, à adresser à Tennis Légende? Oh là là, quelle drôle de question. Eh oui, pas facile. Bah oui, quel est le podcast qui vous a le plus allez, amusé, Amusé, Julien Cassens. croustillant, ouais, Julien Cassel. Croustillant, non, c'est pas forcément. Ah, quoique Julien, il était bon là-dessus. En termes d'anecdotes, je pense qu'un Régis Brunet est bien placé. Il envoie du bon fatos. Croustillant, croustillant. Un gars comme Lionel Maltese, tu vois qui c'est ou pas? Ouais. Lui, il balance, mais non-stop, il s'en C'est fout de vrai. tout. Il donne énormément de chiffres et vraiment très intéressant. Moi, quoi. Non, de chiffres. Tout comme toi. Ok, Lionel Maltese. Bon, bah, tu vois, je vais l'écouter du coup. Mais finalement, j'avais bien écouté les bons. Parce que Julien, il est quand même très drôle. Régis, C'est drôle. chouette. Et Charlotte, on l'aime. Ouais, Charlotte, j'ai adoré son imitation de Richard. Fabuleuse. Elle est très forte. J'ai hâte que tu me fasses un export de votre conversation gossip sur WhatsApp et qu'on puisse en mettre Tu sais quelques que extraits. c'est Nico Mahut qui paierait, à mon avis, très très cher pour faire partie de ce groupe. Ouais. Il est nous a très gossip. été soudoyé un certain nombre de fois. Mais on a tenu bon, tu vois. C'est énorme. On reste que toutes les trois. Bon, un grand merci, Karine. J'espère que t'es pas trop fatiguée parce que Non, c'était long et. c'est long, ouais. Bah, tu coupes. Non, je garde. Non, un grand merci, c'était génial. Je me suis régalé, j'ai appris plein de trucs. Je suis sûr que les auditeurs de Tennis Légende aussi. Et Ouais. puis, longue vie à toi. Hein. Bisous. Hein. Longue vie à toi et à Nadine, surtout. C'est gentil. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Allez dire à Karine ce que vous en avez pensé, ça lui fera plaisir. Et mettez-moi en commentaire aussi ce que vous en avez tiré ou si vous avez des questions sur le métier d'agent de joueur. Pour continuer à vous régaler chaque semaine avec des pépites du circuit, on a besoin de votre soutien, les légendes. Pour nous aider, tu peux rejoindre la communauté Tennis Légende où pour 5 € par mois, soit environ le prix d'une boîte de balles, on te donne accès à des interviews exclusives que l'on ne publie pas en public, des débriefs de matchs de joueurs pro, des compléments d'interviews, des échanges avec des coachs mentaux, physiques, coach tennis évidemment. Tout ça est privé et uniquement accessible en rejoignant la communauté Tennis Légende et en soutenant au passage le podcast. Donc tout le monde est content, n'est-ce pas? Nous, ça nous permet de continuer à t'offrir du contenu de qualité chaque semaine et toi, ça te permet de progresser avec des conseils d'experts. Alors fonce, le lien est dans la description de l'épisode. Et par avance, un immense merci. Voilà, pensez aussi aux bouches à oreille. Envoyez l'épisode à des potes qui seront ravis de découvrir notre contenu. C'est le meilleur marketing qu'on puisse avoir pour le podcast. C'est vraiment de recommander notre chaîne et notre travail à des potes à vous directement en envoyant le lien via WhatsApp ou autre. Voilà, donc par avance, un immense merci et en parlant autour de vous. Et si vous avez des idées, venez me les souffler sur Insta ou LinkedIn à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou par mail max@tennislegende.fr. J'espère sincèrement que l'épisode de la semaine vous a régalé. Je suis donc Max, votre hôte depuis la création de ce projet de podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine.